sur iOS, tu as un picker sous forme de roulette qui a pas eu une expérience utilisateur très bien, quoi, on va dire. Oh, Enfin, doucement, on critique pas Apple ici. Donc payer pour bosser sur un projet open source par Facebook. Enfin, c'est incroyable. En freelance en plus, c'est incroyable. Faut que ouais. tu nous racontes comment tu as eu ce deal. Avant de commencer le podcast, une minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un coup d'œil non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociation de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200K par an, de lancement en freelance en moins de 2 semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Podcast Tech et aujourd'hui je suis avec Sébastien Lorbert, développeur React et React Native en freelance. Et il est le fondateur de la newsletter React Hebdo. Salut Sébastien. Salut, ça va? Écoute, ça va très bien, je suis fier de moi parce que d'habitude je me plante toujours quand je fais mes intros, on doit la refaire 3 fois. Ah bon? Du coup, tu vois, là, ça commence bien. Tu vois, je sens, j'ai fait 4 épisodes, c'est le 4e épisode en l'espace d'une semaine, 10 jours, je dirais. Donc je commence à me roder là. J'ai un bon rythme. Bah, tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, bah, pour me présenter, moi je suis développeur depuis à peu près depuis 2009. J'ai fait une école d'ingénieur avec un cycle assez classique avec une spécialisation en informatique. Et au début de ma carrière, j'ai plutôt fait du back-end. Alors j'étais dev Java et ensuite Scala. Et ensuite, je me suis tourné vers le front-end avec React et je suis devenu freelance depuis 2017. Ok, donc ça fait quand même, ouais, ça fait 4 ans, 4-5 ans que tu as ton compte maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à switcher de back-end à front-end? T'en avais marre de pas voir ce que tu faisais? Il te fallait une interface? Bah, en fait, c'est assez marrant comme histoire parce que à la base, bah, j'étais dev Java, bon, je faisais des trucs genre Spring, Hibernate et tout ça, le classique de la stack Java, quoi, on va dire. Euh, j'ai eu pas mal envie de faire du Scala pour apprendre la programmation fonctionnelle vers 2012, à l'époque où c'était pas encore trop utilisé. Et du coup, j'ai commencé à travailler en bénévole pour une startup qui s'appelle Stample, qui avait besoin de dev, d'un développement back-end pour faire un MVP. Et avec le temps, en fait, bah, on a réussi à lever un peu d'argent. Et du coup, j'ai rejoint la startup en tant que CTO. Hmm. Et là, je me suis rendu compte en fait que bah, il y avait d'autres devs qui étaient dans l'équipe. Ils utilisaient Backbone.js et enfin niveau architecture, je voyais bien que ça n'allait pas, qu'il y avait des soucis d'architecture, que tout était un peu couplé. Enfin, tout le code était un peu entremêlé. Et du coup, bah, je suis un peu rentré dans le front-end par cette voie-là. Alors qu'en fait, à la base, c'était vraiment quelque chose que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout le JavaScript. Enfin, tous ceux qui ont connu le JavaScript il y a 10 ans, je pense qu'ils aimaient pas spécialement. Ils pensaient que c'était plus pour faire des petites animations, des trucs qui clignotent sur des pages HTML, mais pas vraiment des projets sérieux. Et c'est vrai que, on va dire entre 2012 et 2014, avec Backbone et Angular, on a commencé à avoir des single page applications qui arrivent. On a commencé enfin, le truc s'est vraiment bien développé avec React en particulier. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est en fait plus intéressant que le back-end pour moi. Et en même temps, bah, ça me permet d'être full stack et puis de réutiliser mes compétences back-end sur le front-end. Par exemple, mon passé de développeur fonctionnel m'a beaucoup aidé pour apprendre React au début, puisqu'en fait, les concepts de programmation fonctionnelle sont assez similaires. Et du coup, bah, c'est comme ça que je suis arrivé du côté front-end et que j'ai commencé à apprécier. Et puis j'apprécie de plus en plus justement avec l'arrivée
du typage avec TypeScript et tout ça, quoi. Donc, tu fais du dev, tu m'as dit, tu as fini ton école vers 2012-2011, si je dis pas de bêtises. 2009, 2009, pardon. entre les 3 premières années, je fais du Java. Ensuite, je fais, on va dire, 2 ans de Scala. Je me rends compte, peut-être moins, je me rends compte que mon équipe dans la startup a un peu du mal sur la partie JavaScript. Donc, je viens vraiment les aider. Je me rends compte en fait qu'il y a des problèmes d'architecture. On va dire fin Sur le front, 2005. excuse-moi. Sur Il le y a des front, problèmes. ouais. Ouais, sur le front, ok. Après, je dis pas qu'il n'y en avait pas sur le back non plus, mais C'était moins visible? bah, disons que c'était, enfin, moi je veux dire, j'avais travaillé dans des grosses entreprises, donc j'étais quand même habitué un peu aux patterns de conception pour que le code soit correctement, enfin, découplé et implémenté avec, enfin, avec un peu de, que ce soit moins entremêlé, on va dire. D'accord. Et du coup, côté front, en fait, bah, l'équipe, on va dire, il y avait des gens assez juniors ou alors qui avaient travaillé dans un milieu plus académique. Donc en fait, ils n'étaient pas très sensibilisés à quoi ressemble un projet d'entreprise qui a besoin d'être maintenable dans le temps. Donc c'était plus du code, on fait le MVP, mais en fait la version qui part en production et qui reste en production, ça reste niveau MVP, quoi. Tu vois, c'était un peu ça le souci. Donc, du coup, bah, moi, j'ai essayé de rentrer sur la partie front-end pour justement mettre en place de meilleures pratiques pour que le code soit un peu plus fiable et que dès qu'on rajoute une feature, ça casse pas tout, quoi. Tu te souviens des changements que tu as fait côté front pour justement assurer une meilleure qualité ou une amélioration de la qualité du code? Bah, en fait, je pense que c'était le problème qu'il y avait, c'est qu'en fait, on utilisait Backbone et bon, c'est quand même assez loin, mais grosso modo, il y avait des side effects dans tous les sens. Donc, en fait, tu cliquais sur un bouton, il y avait des updates de la vue d'une manière impérative. En fait, le Backbone tel que je l'ai connu, tu pouvais l'utiliser un peu comme React, c'est-à-dire que tu changeais ton modèle et ensuite tu avais tes vues qui étaient rafraîchies par rapport au changement de modèle. Et nous, ce qu'on avait en place, c'était un truc un peu où en fait, tu cliques sur un bouton, il y a 15 modèles qui s'updatent en même temps. En même temps, il y a des changements impératifs avec jQuery. Et du coup, à la fin, tu te retrouves pas trop. Enfin, si tu veux, le modèle n'est plus la source de vérité. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup aimé passer à React, parce qu'en fait, là, du coup, on avait vraiment une structure. Et il y avait en quelque sorte le framework par défaut t'incitait à ne pas faire les anti-patterns qu'on avait avant, quoi. Ça veut pas dire que ça réglait tous les problèmes, parce que le début enfin, le début de l'écosystème React n'était pas forcément très simple. Nous, on a commencé ça début 2014. Moi, je pense que le premier projet qu'on a mis en prod, c'était genre avril 2014. À l'époque, il n'y avait rien. En fait, il n'y avait pas de framework, il n'y avait pas de Redux ou de state management ou n'importe quoi. Et du coup, il fallait vraiment inventer soi-même sa propre solution pour gérer le state et tout ça. Donc, on a inventé notre propre lib de state management comme tout le monde à l'époque. Et bah, on a essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que bah, avec un écosystème qui est un peu plus mature, c'est plus simple aujourd'hui d'utiliser React, quoi. Donc, tu as fait 11 ans, si je dis pas de bêtises. Non, comment est-ce que je fais mes maths, moi? 8 ans en tant que salarié, puisque tu t'es lancé en freelance en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça, ouais, à peu À peu près. près ça, Mm. ouais, donc 7-8 ans. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Bah, en fait, j'avais une envie en fait de devenir freelance depuis longtemps. Et bah, je lisais des blogs, il y avait des gens qui étaient freelance, qui avaient des blogs à la base, qui expliquaient un peu leur expérience. Il y en avait certains qui disaient que on gagnait mieux sa vie, il y en avait certains qui disaient qu'on était plus libre. Enfin, tout le monde avait un peu sa manière de voir les choses. Moi, ça m'a toujours intéressé, mais au début, j'étais plutôt dans un contexte, on va dire, tu vois, j'ai été en SS2I, donc j'ai été vendu avec un TJM à la journée, à temps complet chez un client pendant 3 ans. Pour moi, c'était un modèle qui me posait pas de soucis à l'époque. Et c'était quand je me suis lancé en freelance, enfin quand je pensais à l'époque à me lancer en freelance, c'était en gros pour pouvoir faire ça, mais gagner mieux ma vie, quoi. Tu vois, c'était pas, il n'y avait pas d'autres ambitions derrière. Je me suis dit, bah écoute, avoir un TJM entre 500 et 600 euros pour un dev avec une expérience moyenne, ça me semble quand même être un bon moyen d'avoir un meilleur salaire que 40 ou 50 000 par an. Donc, bah, au début, c'était plus ça, c'était plus pour l'attrait du salaire. Euh, mais en fait, quand j'étais dans ma startup dont je suis devenu le CTO, euh, bah, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à des side projects, au mouvement, on va dire, indie hacker et le fait de créer toi-même tes propres projets qui vont générer de l'argent.
Et globalement, je suis plutôt, de manière générale, je suis plutôt contre, on va dire, toutes les grosses entreprises qui font des levées de fonds de 50 ou 100 millions. Moi, personnellement, j'apprécie plus la philosophie de, voilà, on dépense pas l'argent qu'on n'a pas gagné. Alors, je sais bien que sur certains projets, il y a besoin de faire des levées, mais globalement, c'est plus, moi, les projets que j'ai envie de développer, c'est plus dans cet état d'esprit, quoi. C'est de partir du principe qu'on peut théoriquement monter une compagnie tout seul et la faire vivre avec l'argent qu'on a gagné, quoi. Donc, en gros, quand j'étais CTO de ma startup, il y avait un peu des mésententes dans l'entreprise. Et bon, il y a certains mois où c'était difficile de payer les salaires parce qu'en fait, on n'arrivait pas à récolter de l'argent. Et en même temps, notre produit ne nous faisait pas vraiment vivre. Donc, je me suis rapproché d'un ancien collègue qui gérait un collectif de freelance à l'époque qui s'appelle, le collectif s'appelle Alchemist. Il y avait on va dire une dizaine de développeurs dedans. Et eux, en fait, c'était surtout des devs Ruby. Et ils avaient besoin, on va dire, de quelqu'un pour les aider sur une app en React, parce qu'en fait, ils n'en faisaient pas à l'époque, ils étaient plus sur des vues server-side en Ruby. Et donc, du coup, en tant que CTO de ma startup, j'ai commencé à prêter main forte sur ce projet-là pour faire rentrer de l'argent dans la startup pour justement aider la startup à survivre, on va dire. Donc, attends, si je Et comprends bien, tu t'es pas vraiment mis en freelance, non, mais tu t'es vendu comme un freelance, si je puis dire, pour voilà, faire c'est pas ça. entrer de l'argent chez toi, mais dans les fonds de la boîte. Voilà, c'est ça. Ok, Donc là, c'était une solution, on va dire, temporaire pour qu'on puisse payer les salaires dans la startup, quoi. Et finalement, en fait, bah, cette expérience m'a beaucoup plu. Moi, dans ma startup, bah, forcément, le fait qu'on n'ait pas de sous, ça crée des tensions. bien Déjà sûr. qu'il n'y avait pas une super entente à la base, donc on va dire que tout ça, ça a accéléré le fait que je sois devenu freelance. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire peut-être 6 mois après avoir commencé à collaborer avec ses anciens collègues avec qui j'avais travaillé peut-être 5 ans avant, euh, et bah, du coup, j'ai rejoint leur collectif et en freelance. Et du coup, bah, pour moi, on va dire que c'était déjà un peu tout tracé, puisqu'en fait, il y avait déjà le projet sur lequel je travaillais via ma boîte qui m'attendait quand je suis arrivé chez eux. Et puis eux-mêmes avaient d'autres besoins, parce qu'en fait, ils avaient pas mal de projets où il y avait potentiellement du besoin sur du front-end. Et en fait, ils n'avaient pas d'expertise en interne. Il y avait deux devs qui faisaient de l'intégration, mais pas forcément en React. Et du coup, bah, moi, on va dire que je me suis occupé de faire monter en compétence un peu toute l'équipe front sur React quand je suis arrivé chez Alchemist. Et, euh, et donc, voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? Quel est, on va dire, comment est-ce que tu occupes ton temps de manière générale aujourd'hui? Les projets, etc. Alors, aujourd'hui, c'est assez différent de quand je me suis lancé en freelance parce que aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être beaucoup plus libre et de travailler vraiment sur les projets qui m'intéressent plus particulièrement. Donc, soit mes projets perso, et aussi j'ai eu l'occasion d'avoir une opportunité intéressante puisque je travaille en freelance pour Facebook euh, sur un projet open source qui s'appelle Docusaurus. Donc, en fait, j'essaye aujourd'hui d'allouer mon temps, on va dire, entre mes projets perso et ce projet que j'ai avec Facebook. Euh, En soi, c'est un peu difficile de choisir à quoi allouer mon temps. J'ai beaucoup de flexibilité avec mon contrat avec Facebook. En fait, au final, je pourrais travailler 2 jours ou 4 jours par semaine. Ça change pas grand-chose pour eux du moment que le projet progresse. Donc, en fait, j'essaie de trouver un juste milieu pour que le projet avec Facebook avance et en même temps pour que mes projets perso avancent aussi. Donc, Alors, excuse-moi, je t'interromps. Tu as dit quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit, aujourd'hui, je veux vraiment de la liberté. ouais. La liberté, concrètement, par rapport à ton projet actuel, notamment chez Facebook, elle s'incarne dans quoi? Dans le fait de travailler n'importe où, dans le fait de travailler, de choisir tes horaires. Si tu as envie d'aller à la piscine à 15 heures, par exemple, le cliché, Ouais, bah, ça tu peux y clairement, ouais. aller, tu vois. Mm. Est-ce que c'est ces choses-là? Bah, en soi, globalement, j'essaie de garder un mode de vie, on va dire, comme tout le monde, hein. Donc, je travaille du lundi au vendredi. Après, le samedi et le dimanche, ça peut m'arriver de travailler sur mes projets perso aussi. Mais globalement, oui, c'est vrai que enfin, ça fait depuis longtemps que j'ai pris l'habitude, on va dire, de créer mes propres horaires. Même quand j'étais dans ma startup avant, en fait, on était presque tous en remote. Mmh. Au moins, peut-être au moins 3 jours par semaine, j'étais déjà en remote à l'époque. Et bah, j'ai toujours eu l'habitude, on va dire, de me lever à l'heure un peu qui m'arrangeait et puis de pouvoir prendre du temps dans la journée pour faire mes choses. Donc ça, c'est des choses que, on va dire, que j'ai acquises, on va dire, assez vite, puisque dès 2015, on va dire, je fonctionnais comme ça. Euh, donc je suis habitué au remote. Moi,
enfin, je ressens pas, on va dire, le besoin de voir des gens et d'être dans un open space avec des gens qui viennent te parler toutes les 5 minutes. C'est clairement pas pour moi. J'ai beaucoup de mal à me concentrer quand il y a du bruit. Euh, et c'est quelque chose que ça, c'était clair et net qu'aujourd'hui, je pourrais pas revenir en arrière parce qu'en fait, j'ai goûté au fait de travailler en remote et moi, je suis tout à fait quelqu'un à qui ça correspond vraiment, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que je souhaite remettre en question. Et aujourd'hui, si je travaille avec des clients finaux, on va dire, j'ai fait pas mal de missions de conseil. Globalement, j'essaie de les faire principalement en remote. Et éventuellement, s'il y a des déplacements de temps en temps, bon, je vais pas dire au client, non, je veux absolument pas venir chez vous. Mais globalement, je lui fais bien comprendre que moi, je préfère travailler de chez moi, que je me concentre mieux comme ça et que ça me permet d'organiser mon temps de la manière que je souhaite. Et d'ailleurs, je suis même allé plus loin, c'est qu'en fait, il y a même des clients à qui j'ai indiqué un TJM plus élevé quand je dois me déplacer chez eux. Donc comme ça, au Hmm. moins, ils sont incités Ok, au fait que... intéressant. Donc finalement, tu justifies ou tu négocies, entre guillemets, le fait de dire, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne en télétravail. Ouais, Et la justification de ça, c'est, OK, si vous voulez que je vienne, eh ben, ça va vous coûter plus cher. Et finalement, les clients sont amenés à dire, bon, ben, OK, dans ce cas-là, reste chez toi, quoi. ouais, c'est un peu ça, voilà. Ouais, c'est... Après, bon, on va dire que pour l'instant, j'expérimente, hein. À chaque fois que je vois un nouveau client, je peux avoir un discours un peu différent parce que j'adapte par rapport à Mhm. mes expériences passées. Mais grosso modo, c'est un peu l'idée, c'est qu'en fait, bah, s'il y a un client qui veut me faire comprendre qu'il faut absolument que je vienne tous les jours dans ces bureaux, bah déjà je pense que je vais refuser parce que ça me correspond pas. Et ensuite, bah, même s'il y a la moitié du temps, je vais lui dire bah ok la moitié du temps, mais c'est plus cher parce que du coup je vais essayer de l'inciter justement. Enfin, on peut présenter les choses de deux manières. On peut dire c'est plus cher quand je viens ou c'est moins cher quand je viens pas quoi. On peut aussi dire bah voilà t'as une réduction de 20% si je suis à la Mhm. maison tu vois. Donc OK. je sais pas quelle est la meilleure manière de le tourner, mais en tout cas c'est quelque chose qui me semble intéressant à explorer quoi on va dire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça encore donc. Le fait de travailler en full remote comme ça? En full remote maintenant, oui, mais d'indiquer un TGM différent en fonction de la manière, enfin, de citer sur place ou pas, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, quoi. Je sais pas non plus. Moi, j'ai tendance à refuser si c'est vraiment impératif, et de toute manière, je le négocie toujours. D'ailleurs, je peux dire un petit peu comment je le négocie, parce que c'est une méthode que j'ai raffinée avec le temps et qui marche extrêmement bien, elle est très efficace. C'est que, et j'en parlais d'ailleurs avec Artisan Développeur, avec Benoît. Mmh. Je sais pas si tu vois qui c'est, il a un podcast Oui, qui, oui, qui très marche assez bien. bien chez les Mmh. devs. Et je lui disais, moi, quand je fais un entretien avec un client, avec un prospect, pardon, qui normalement, dans l'idéal, va devenir client, eh bien, je me projette toujours dans l'une de mes parties de mon entretien de vente. Il y a une partie où je parle de comment va se dérouler la relation client. Donc, je lui dis, OK, aujourd'hui, comment est-ce que vous fonctionnez avec vos équipes? Est-ce que vous êtes en méthode agile? Est-ce que vous, je sais pas moi, voilà, les cycles de développement, est-ce qu'il y a une réunion tous les matins, etc., etc. Donc, j'ai déjà une bonne idée de l'organisation. Alors, aujourd'hui, dans les boîtes tech, généralement, on est tous en méthode agile, on a tous un daily à 9h30 quasiment à peu près partout. Enfin, c'est assez récurrent les méthodes en général. Et je leur dis, écoutez, est-ce que vous êtes complètement fermé aujourd'hui à l'idée de pratiquer le télétravail? Donc déjà, Mmh. je prends la température un petit peu. Et en fonction de ça, je peux négocier. Et ce que je propose systématiquement à chacun de mes clients, ce qui fait grincer les dents généralement à pas mal de développeurs quand je le dis, c'est que je propose un rapport d'activité quotidien que j'envoie à la fin de Mmh. chaque journée par mail. Donc je trace finalement. Aujourd'hui, j'ai l'habitude. Ça me prend très peu de temps. Dès que je travaille sur un ticket, ben, je le note sur un côté, etc. Donc j'ai mon Ouais. petit rapport d'activité qui doit faire 5-6 lignes, pas plus. Et je l'envoie systématiquement. Là, tu vois, ben, juste avant le podcast, vers 18h30, j'ai envoyé mon email, ce qui a plusieurs effets positifs. Déjà, étant donné que je le dis tout de suite, ça rassure les gens, le manager qui a la phobie de se dire, ah, punaise, il va être sur son canapé en train de regarder Netflix, comment est-ce que je sais s'il va être productif, etc., etc. Il se dit, ah, ok, Mmh. donc il comprend un petit peu mon inquiétude. Tu sais, il y a un aspect méta dans le message, donc ça le rassure. Et en plus de ça, bah, il le voit tout de suite, en fait, puisqu'on commence généralement par, on va dire, un contrat de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tout de suite, c'est en place, il voit que c'est carré, que ça tourne bien, la relation se crée, comme il y a de la communication aussi, c'est important avec les clients.
Et généralement, ça se passe très très bien. Et les clients adorent ça. Et je vois même des effets positifs que j'avais pas anticipés au début, parce que moi je faisais surtout ça pour la confiance. Mais ensuite, j'ai des clients ou des clients qui m'ont dit, bah en fait, ton rapport d'activité, tu me l'envoies, mais il faudrait que tu mettes aussi machin en copie, parce que ça lui permet de faire tourner l'information, parce que jusqu'à présent, je lui repartageais pour qu'on réagisse, qu'on ait des discussions. Puis là, je suis en mission chez Carrefour. J'envoie ce rapport d'activité à la société qui me porte chez Carrefour, donc. Et ils me disent, eh ben, nous, on se sert de tes rapports d'activité lorsqu'on a des discussions avec des fois des membres de la direction pour dire, ah bah attendez, nous on sait sur quoi ils travaillent, nos développeurs, regardez, tac, 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 tac. Et du coup, je me suis dit, ah punaise, j'avais jamais pensé en fait à tout ça, à toutes ces utilisations qui se faisaient, puisque moi, c'était surtout, je dois l'avouer, un argument commercial de dire, attendez, moi je Mmh. suis quelqu'un de transparent, je suis quelqu'un d'ultra sérieux, ultra carré, je vais vous envoyer un petit truc aux petits oignons. En plus, je sais que la plupart des gens ne le font pas, parce que certains trouvent ça relou, ce que je peux parfaitement entendre. Mais du Ouais, coup, ça me permet de me démarquer. Tu vois ce que je veux dire? c'est Moi, vrai, moi, ouais, c'est ouais. mon petit côté différenciant, tu vois. Mais c'est vrai que tu vois, moi j'ai remarqué aussi. Alors, j'ai travaillé avec un autre freelance à un moment donné sur une application en React Native, et c'est vrai que lui aussi, il avait cette méthodologie c'était pas tous les jours, mais c'était Mhm. peut-être une fois par semaine. Oui, Alors, moi j'envoyais juste un rapport de temps, tu vois, je disais voilà, j'ai facturé, j'ai travaillé tant de temps sur tel truc. Et globalement, assigner une heure à une tâche, c'est toujours quelque chose qui m'a ouais, toujours c'est super rebuté un relou. peu, quoi. Après, lui, il faisait un petit compte rendu avec son truc de temps et enfin, je me rends compte que oui, effectivement, c'était efficace pour le client, pour qu'il ait de la visibilité. Et en plus, il y a un autre truc qui est aussi important, qui marche peut-être pas sur des gens qui sont moins tech, mais par exemple, si tu es en face de décideurs tech, il y a un truc qui marche vraiment bien, c'est les deploy preview. C'est que tu vois, quand tu crées une pull request, la pull request, elle est pas prête à être mergée dans master, mais par contre, le client peut déjà tester sur une interface qui est réaliste ce que ce sera une fois que la pull request sera mergée. Donc ça, nous, on a ça en place. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ça en place. C'est même surprenant d'ailleurs, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça en place, et moi, je trouve ça grave parce qu'aujourd'hui, enfin, tu peux difficilement faire sans, quoi. En vrai, enfin, pour C'est donner c'est- du c'est feedback ça. immédiat, c'est vraiment très important. Et sur React Native, dans React Native, tu as une techno qui s'appelle Expo, où en fait, tu peux par exemple mettre un QR code dans ta pull request. Tu as une Hmm. application haute sur ton téléphone, tu scannes le QR code et tu vois tout de suite, tu Ah, peux c'est tester génial la pull ça. request sur ton téléphone, quoi. Donc là, tu vois, le client, il a même pas besoin, t'as même pas besoin de lui faire un rapport. Limite, c'est en fait, il voit les pull requests qui sont ouvertes, il peut le tester Mhm. immédiatement et même te donner un feedback immédiat en code review pour te dire là, ça va pas, là, l'UX c'est pas bonne. C'est toujours mieux de tester en vrai, de voir si ça clique, si les animations marchent bien, plutôt que de lire du code, tu vois le style de tes views et tout, mais bon, tu vois pas forcément bien dans ta tête quel est le Mhm. résultat final, quoi, tu vois. Ouais, Donc j'ai ça, pour entendu moi, beaucoup c'est... de. Ouais, j'avais interviewé quelqu'un d'autre, Nicolas Verino, je sais pas s'il va écouter ce podcast, et lui, il avait mis en place une CI/CD et il livrait tous les jours. Tous les jours, il livrait une nouvelle version. Alors, il doit être sacrément productif pour avoir quelque chose chaque jour de nouveau à montrer. Mais du coup, voilà, il avait mis en place ses habitudes et forcément, quand tu as ce niveau de communication qui est, je veux dire, tellement fin dans le sens où tellement fréquent, tellement régulier, bah, tu entretiens la confiance quelque part et tu crées une confiance très forte avec le Mm. client puisqu'il se demande pas, il n'y a pas une semaine qui se passe où il se dit sur quoi il a travaillé cette semaine, est-ce qu'il est vraiment en train de travailler? En fait, non, puisqu'il a les résultats tous les jours, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, écoute, moi, sur Docusaurus, on essaie de faire un truc un peu similaire petit à petit. En fait, bon, globalement, en fait, nous, c'est un projet Node. Donc, en fait, c'est une dépendance Node que tu installes sur ton projet pour créer un site de documentation. Et l'idée, c'est qu'on a des release canary. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un commit sur master, on va pusher sur une nouvelle version sur NPM qui sera pas installée par tout le monde, mais les volontaires qui veulent tester la version en avant-première, ils peuvent la tester. Et il y a aussi de plus en plus d'outils aujourd'hui où nous, on n'a pas mis ça en place, mais on peut par exemple annoter ses commits avec des tags sémantiques, genre fit, bug et tout ça, et avec éventuellement certains tags qui vont indiquer s'il y a un breaking change ou quelque chose comme ça. Et en fait, chaque jour, tu peux avoir un bot qui va prendre la petite liste de commits que tu as créé dans la journée et faire une release, et en fait, qui va incrémenter le bon numéro de version en fonction des tags qu'il y a eu dans la journée pour savoir s'il y a eu un breaking change Hmm. qui demande une version majeure ou quelque chose comme ça. Bon, ça, faut quand même avoir une certaine rigueur pour gérer ses commits avant de Oui, mettre ça en place. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu contraignant quand même. Euh, c'est pas pour tous les projets, quoi, mais ouais. en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Alors, je suis super curieux que tu nous racontes, s'il te plaît, l'histoire de comment tu as été amené à travailler sur Docusaurus, projet qui est entre guillemets maintenu. Alors,
par toi principalement, mais qui Mmh. derrière, c'est Facebook. Alors déjà, Ouais. ça paraît exceptionnel qu'une personne soit payée pour bosser sur un projet qui est open source. Corrige-moi si je me trompe. C'est bien le cas? Ouais, je pense, ouais, c'est Donc oui, je me suis payé payé, pour oui. bosser sur un projet open source par Facebook. Enfin, c'est incroyable. En freelance en plus, c'est incroyable. Il faut que tu Ouais. nous racontes comment tu as eu ce deal. Alors, bah, ça, c'est une histoire, je pense que, c'est un peu une opportunité unique. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, déjà, moi, je suis early adopter de React, donc ça fait genre, bah, je sais pas, maintenant, ça doit faire 8 ans que je l'utilise, quoi, donc il n'y a pas beaucoup de Oui, gens quand même. qui utilisent React depuis aussi longtemps que ça, depuis 2014. Après, j'ai contribué pas mal à pas mal de projets open source de l'écosystème React, donc il y a eu un peu de Gatsby, de Apollo, de Redux, de React Navigation, enfin tout un tas de projets, mais j'ai pas été mainteneur vraiment d'un projet. En fait, je faisais des petits commits à droite à gauche. Quand je voyais qu'il y avait un bug qui m'affectait, bah, je le corrigeais pour me rendre service à moi-même en premier lieu. Souvent, c'était même d'ailleurs les clients qui, enfin, ça passait sur la facture client, puisqu'en fait, c'était le client qui avait besoin du fixe, quoi. Donc, Mhm. c'est une bonne opportunité, on va dire, de travailler sur l'open source quand ça arrive. Et du coup, bah, ça m'a donné quand même un peu de visibilité, donc j'étais pas forcément quelqu'un de connu ou quelque chose comme ça à l'époque. Mais en tout cas, j'avais quand même un bon track record en termes de nombre de pull requests mergés dans plein de projets différents et d'expérience en React. Et puis en plus, bah, à un moment donné, j'ai été très actif sur Stack Overflow sur les questions React, surtout au tout début. Ça m'a donné pas mal de points. Donc en fait, si tu veux, j'avais un profil en ligne qui était assez crédible, même Mhm. si j'étais pas Dan Abramov ou une autre rockstar de l'écosystème React, on va dire. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ouais. Excuse-moi, tu peux dire qui c'est, Dan Abramov, Alors, pour ceux qui c'est le connaissent pas? créateur de Redux qui est aussi dans la core team de React. Et aujourd'hui, on va dire que c'est, on va dire, la personne la plus visible de l'équipe React. C'est pas lui qui a inventé React, mais on va dire qu'il communique beaucoup et du coup, c'est lui qui, on va dire, qui a vulgarisé pas mal de choses. On va dire, c'est un peu la vitrine de React, quoi, en Ok. quelque sorte. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de visibilité dans l'écosystème, on va dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, un jour, moi, je faisais déjà des missions de conseil, un peu, j'organisais déjà mon temps libre de manière assez flexible avec des missions de conseil. En fait, j'essayais de récolter des projets avec des gros TJM sur des durées très courtes pour justement pouvoir me concentrer sur des projets perso que je voulais développer. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'ai vu un tweet passer qui disait on cherche quelqu'un pour travailler sur un projet open source. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'était dans des conditions un peu bizarre parce qu'en fait, c'était un ancien mainteneur chez Facebook qui est mort d'un cancer assez jeune. Il devait peut-être, je sais pas, avoir 22 ans ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Et il y avait un autre développeur sur le projet aussi qui, je crois qu'il a fait un petit burn-out et qu'il a eu envie de repasser sur des projets un peu internes chez Facebook. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, il y a un projet open source important chez Facebook qui s'est retrouvé un peu sans développeur alors qu'ils étaient en pleine création d'une nouvelle version plus innovante du projet. Donc en fait, ils ont cherché quelqu'un un peu en urgence pour reprendre le lead sur ce projet-là. Et je pense qu'ils avaient personne en interne, donc du coup, ils se sont tournés vers des freelances. Moi, j'étais pas le premier choix. Il y avait quelqu'un qui avait été choisi, enfin, qui était un bon candidat, puisque c'était une fille qui avait travaillé sur le framework d'internationalisation de Gatsby, qui est un autre outil dans l'écosystème React. Et moi, justement, je devais travailler enfin, pour Docusarus, une des tâches principales, c'était de travailler sur l'internationalisation. Hmm. Donc, on va dire que cette personne-là avait un bon profil aussi pour avoir le job. Et en plus, j'étais pas dispo tout de suite, puisque j'avais déjà des clients pour les 2 ou 3 prochains mois, donc je pouvais pas forcément avoir beaucoup de bandes passantes à court terme, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, je crois que l'autre personne a refusé. Euh, et puis moi, le temps est passé, et puis en fait, j'ai pu avoir de la dispo, et du coup, bah, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, bah, je travaille à peu près, on va dire, entre 3 et 4 jours par semaine sur Docusarus, et je suis payé pour ça. Et du coup, je trouve que c'est une bonne opportunité parce qu'en fait, bon, j'ai pas le TJM le plus élevé du monde. Je suis à peu près à, je sais plus, 650 ou 700 euros. Par rapport à ce que je pourrais faire en conseil, c'est pas forcément le meilleur moyen pour m'enrichir, on va dire, à la journée. Par contre, je trouve que c'est quand même quelque chose de très bien pour mon profil parce que du coup, je travaille en public. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est vérifiable. Si je veux trouver un autre employeur dans le futur, bah, mon code est visible. On peut voir si j'ai bien travaillé ou pas. On peut aussi avoir des métriques comme la visibilité du projet dans l'écosystème, combien il y a de stars sur GitHub et tout ça. Et,
Donc c'est une opportunité assez unique et en plus ça fait beaucoup de personal branding parce que je peux parler en tant que lead du projet et en même temps c'est un projet qui Hmm. permet de faire de la documentation. Donc ça c'est un côté un peu caché, un avantage un peu caché que j'avais pas imaginé au début, mais en fait j'ai beaucoup de visibilité auprès de tous les mecs qui créent des projets open source, quoi, tu vois. C'est en Ah fait ouais? Du genre? bah, tu vois, par exemple, tu as des gens qui font des projets open source sur l'intelligence artificielle chez Facebook, bah, ils vont utiliser Docusverus pour créer leur site de documentation, que ce soit de la documentation interne ou externe. Je vais avoir, tu vois, par exemple, en fait, il y a énormément de projets qui ont une documentation en Docusverus aujourd'hui. Tu peux avoir Jest, qui est le framework de test préféré en JavaScript, tu peux avoir React Native, Create React App, Babel, qui est le transpiler le plus utilisé en JavaScript, Prettier, qui est le code formateur en JavaScript. Euh, enfin là, je te cite que les plus connus dans l'écosystème React, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup, et il y en a aussi sur des produits qui sont propriétaires, voire même des indie hackers. Par exemple, je crois, un projet d'analytics, Favam Analytics ou quelque chose comme ça, Plausible Analytics. Enfin, en gros, il y a plein de projets comme ça, d'entreprises, que ce soit des produits ou des projets open source qui utilisent la documentation. Et du coup, ces gens-là, bah, ils sont amenés à lire, potentiellement, à utiliser le code que j'ai écrit, à interagir avec moi sur des pull requests, et voilà. Donc c'est, on va dire, un petit avantage caché de ce travail-là, quoi. Du coup, tu as l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes, ou en tout cas d'échanger avec ces personnes-là. Ouais. Est-ce que tu as vu des bénéfices particuliers? Est-ce qu'on a essayé de te débaucher? Est-ce que tu as des petites histoires à nous raconter là-dessus, ou finalement c'est juste de la communication Euh, entre collègues? bah après, il y a de la communication, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des grosses entreprises qui m'ont déjà démarché, que ce soit pour voir si je voulais pas, par exemple, les aider à faire leur documentation, mais ça peut être des grosses boîtes. Par exemple, j'ai eu Palo Alto, qui est une grosse boîte aux États-Unis. J'ai eu, je sais plus, JP Morgan. J'ai eu Lacework aussi, qui est une très grosse boîte de sécurité aux États-Unis. Il y a Facebook aussi qui m'a déjà proposé savoir un peu, on va dire, ils sondaient pour savoir si ça pourrait m'intéresser de travailler sur plus en tant qu'employé que freelance. Moi, enfin, je veux dire, je suis pas à la recherche d'avoir une entreprise des GAFA sur mon CV. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Je préfère justement rester en freelance, surtout sur cette opportunité qui me plaît bien. Et ils m'ont fait comprendre que si j'étais recruté chez Facebook, je travaillerais plus dessus. Donc, euh, il y a peut-être, enfin, peut-être que je loupe quelque chose, mais en tout cas, moi personnellement, aujourd'hui, je suis bien en freelance. Et sinon, j'ai eu pas mal d'autres entreprises diverses et variées aussi qui ont exprimé un peu d'intérêt, plus ou moins de manière différente, mais bon, ils ont bien compris que j'étais dans une opportunité qui me plaisait, donc en fait, Mhm. je pense C'est- que j'ai entendu, enfin, je crois comprendre que le modèle économique principal pour toutes ces solutions qui sont complètement open source, pardon, donc qui sont gratuites, c'est derrière de vendre du support. C'est-à-dire que tu as des grosses entreprises qui vont utiliser un outil, ils vont l'installer, ils vont avoir des problèmes ou ils vont avoir des besoins particuliers par rapport à cet outil-là. Et pour s'assurer que leurs demandes soient prises en compte, eh ben, ils vont payer finalement l'entreprise qui a créé cet outil gratuitement pour les développer. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui? bah, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui. Par exemple, si tu regardes Vercel, tu as peut-être entendu parler de Vercel, qui est un gros Non. hébergeur aujourd'hui. Ok. C'est eux qui ont créé le framework Next.js, qui est D'accord. aujourd'hui le plus populaire dans l'écosystème React. Et aujourd'hui, ce qu'ils vendent, c'est une solution qui, en gros, c'est le meilleur cloud pour héberger des apps React faites en Next.js, quoi. Et comme c'est le plus gros framework, bah, ils vendent du service. Ça fait pas que de l'hébergement Next.js, mais le but, on va dire, c'est de créer une plateforme qui soit particulièrement performante pour le framework React le plus populaire. Et donc, ça va attirer toute cette population de base, puisqu'en fait, ils auront une meilleure intégration que la plupart des Mhm. concurrents. Et en même temps, petit à petit, aussi, ils grossissent leur offre cloud avec des fonctionnalités qui vont, on va dire, offrir une meilleure développeur expérience par rapport à des clouds plus génériques comme Amazon euh, ou Google ou tout ça, quoi. Tous ceux qui offrent des plateformes, on va dire, serverless et des choses comme ça, quoi. Mhm. Maintenant, il y a d'autres entreprises, on va dire, qui vont vendre du support sur l'open source, mais enfin, qui vont par exemple créer une offre avec des SLA ou des choses comme ça, pour dire, bah voilà, si vous avez votre projet et que vous avez besoin d'aide enfin, que vous avez besoin d'une haute dispo et que vous ayez des garanties dessus, on peut vous le faire. Bon, nous, on est sur un outil de génération de sites statiques. Donc, en fait, tu as des fichiers Markdown, tu les passes dans une moulinette et ça crée des fichiers HTML sur le disque dur que tu déploies sur un cloud. Donc, l'hébergement haute dispo, en fait, ça va dépendre que du cloud. Et nous, on n'a pas vraiment de service à vendre là-dessus.
de ce point de vue-là. Donc, et le niveau support, potentiellement, on pourrait proposer du support, mais en fait, Facebook, ils m'ont fait comprendre, on va dire que Docusaurus pour eux, c'est pas un projet dont ils ont l'intention de gagner de l'argent avec. En fait, Mhm. c'est plus, on va dire, à la base, c'est un besoin interne en fait. À la base, ils ont créé plein de projets open source Facebook. Ce qu'ils avaient besoin, c'est de pouvoir avoir un peu de structure, ne pas avoir à copier-coller un template Rails je crois qu'ils utilisaient Jekyll avant. Ils copiaient-collaient sans arrêt en fait la même base de code d'un projet à l'autre pour créer la documentation en Jekyll. À un moment donné, ils en ont eu marre et ils se sont dit on va créer un outil qui va permettre de mutualiser un peu ce besoin de créer des sites de documentation. Le but c'est pas on va dire d'avoir un site de documentation le plus beau du monde, un peu comme Stripe, avec des trucs très interactifs et bien finis. C'est plutôt de dire, bah voilà, on va faire des sites de documentation pour tous nos projets qui soient un minimum normalisés, sur lesquels on va pouvoir réduire le Mhm. temps de maintenance. On va pas investir 100 000 euros sur chaque projet pour créer la doc, quoi. C'est ça le besoin. Et du coup, aujourd'hui, Docusaurus, c'est un peu ça, c'est un peu la loi de Pareto, dans le sens où en fait, tu vas essayer d'avoir une doc en ligne pour le coût le plus faible possible, mais pour autant, on a suffisamment de flexibilité pour créer des belles docs qui vont t'emmener quand même assez loin avec un investissement réduit. Après, si tu veux créer la meilleure doc du monde, effectivement, il y a peut-être des meilleurs outils. C'est mieux de faire du sur-mesure, comme par exemple la doc de React qui vient d'être lancée. Bah, eux, ils ont décidé de ne pas utiliser Docusaurus, mais ça a beaucoup de sens parce qu'en fait, ils ont une équipe à plein temps dessus. Enfin, pas à Mhm. plein temps, mais c'est un projet qui a duré 1 an sur lequel ils ont beaucoup investi, tu vois. Donc, c'est pas comme s'ils avaient voulu lancer une nouvelle doc en 5 minutes en ligne. C'est sympa de travailler pour Facebook. Bah écoute, moi je me rends pas trop compte dans le sens où en fait j'ai beaucoup de liberté. Je pense que je suis un peu dans une bulle parce que j'ai beaucoup de flexibilité. Je peux travailler un peu quand je veux. J'ai pas d'horaire. Et en fait, on va dire que mes deux collègues, il y en a un qui est à San Francisco et l'autre qui est à Singapour. Donc en Ah fait, ouais. déjà pour organiser des calls à trois, tu vois, c'est un peu compliqué. Et je pense que des calls en one-to-one avec on va dire mon chef chez Facebook, j'ai dû en faire 3 en 1 an et demi, tu vois. Donc Ah ouais. je rends presque pas de compte, c'est limite surprenant. Et en fait, il me donne enfin tu vois, il place beaucoup de confiance en moi. Et bah, après, moi, j'essaie de communiquer aussi régulièrement pour leur montrer que j'avance et qu'il se passe des choses sur le projet. Après, bon, globalement, c'est open source, c'est des développeurs avec qui je suis en contact, donc ils voient bien s'il y a des pull requests qui sont fermés Ouais. ou pas, quoi. Mhm. Mais, Tout le monde peut mais le voir là pour le coup. c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qu'ils cherchaient, c'était quelqu'un qui soit assez autonome pour, on va dire, être capable de prendre ses propres décisions sans avoir à faire remonter des questions à la hiérarchie. Parce qu'en fait, moi, le mec de chez Facebook avec qui j'interagis, il fait plein d'autres trucs aussi, tu vois. Il est dans la Rust Foundation, il est dans le ECMAScript international à faire des trucs sur des langages que je connais même pas. Je pense que, tu vois, il s'intéresse à Docusaurus et il gère l'open source chez Facebook, mais il peut pas allouer genre un jour par semaine juste à Docusaurus pour vérifier que je Mhm. fais du bon travail. Donc il a besoin de quelqu'un qui soit autonome, qui sait gérer un projet open source de A à Z. Et je pense aussi c'est pour ça que mon profil a été retenu parce que j'avais déjà une bonne expérience en React et que bah, j'avais déjà aussi pas mal d'expérience dans le monde de l'open source, quoi. Alors, tu t'es tourné vers React, mais je crois que donc ta newsletter, c'est les deux. Tu communiques sur et React et React Native. Ouais, c'est les deux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi React et React Native comme technologie? Qu'est-ce qui te plaît dans ces technos-là? Alors moi, ce qui me plaît dans ces technos, bah, déjà c'est le modèle de programmation fonctionnelle. Comme moi j'avais un passé de dev Scala, qui est un langage de programmation fonctionnelle basé sur la JVM. Je me suis tout de suite retrouvé dans React, puisqu'en fait, voilà, tu as un modèle vraiment déclaratif où en fait, c'est assez prédictible. En fait, tu vas avoir du state, tu vas le passer dans une fonction et ça va te créer ta vue. Et c'est pas à toi de gérer les détails d'implémentation de comment la vue elle est construite. Donc ça, c'est un modèle qui m'a beaucoup plu tout de suite dès le début, qui m'a fait préférer React à Angular que j'avais un peu testé aussi à Mhm. l'époque. Euh, et je pense que le modèle aujourd'hui, il est validé puisqu'en fait, tu regardes tous les frameworks de tous les écosystèmes qui gèrent des vues, en fait, ils utilisent un modèle assez déclaratif proche de React, que ce soit SwiftUI ou Jetpack Compose ou Flutter. Tous vont avoir aujourd'hui, on va dire, un système de créer des vues de manière un peu déclarative. Alors, je connais pas forcément très bien les écosystèmes, mais bon, j'ai l'impression que globalement tout le monde s'accorde sur le fait que en fait c'est plus agréable de programmer de cette manière-là, même si potentiellement il y a peut-être des fois où il y a des besoins de faire de l'impératif pour des cas vraiment un peu spécifiques, où il y a des besoins de performance ou des animations optimisées ou des choses comme ça. Mais globalement, je pense que voilà, ce modèle-là, il est validé.
Et ensuite, pourquoi React et React Native? Bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le langage JavaScript est suffisamment attractif pour qu'aujourd'hui, bah, les gens puissent l'apprécier. C'était pas forcément le cas avant, mais aujourd'hui ça va. Et avec TypeScript, on va dire que c'est même devenu un plaisir de l'utiliser. Et, euh, et puis ça continue d'évoluer dans la bonne direction. Et bah, je pense qu'il y a quand même un gros intérêt à pouvoir partager du code à la fois sur le back-end, sur le front-end, sur mobile. Et React Native permet encore de faire plus, puisqu'on peut faire des applications desktop ou même des vidéos. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos avec React. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire de la vidéo? Il y a un framework qui s'appelle Remotion, qui permet, on va dire, d'utiliser React pour produire des vidéos automatisées. Donc, par exemple, tu vois, tu peux avoir des vidéos tu vas avoir de la data qui va représenter ta vidéo. Et en fait, tu vas faire un rendu de ta data avec React. Et en fait, tu vas prendre un screenshot de ton écran et ça va créer une frame de ta vidéo. Et si tu le fais pour chaque frame, en fait, à la fin, tu as une vidéo que tu assembles avec un outil FFmpeg ou un truc comme ça, qui va t'assembler la vidéo. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui va vraiment se développer, je pense. Moi, personnellement, j'ai envie de me lancer dans des projets de indie hacker, justement sur Mhm. ce domaine-là, parce que je vois beaucoup d'opportunités en termes de marketing. Aujourd'hui, moi, j'ai un projet perso qui s'appelle Threadmotion. Alors, je l'ai pas très avancé, mais grosso modo, l'idée, c'est de convertir des tweets et des threads Twitter en vidéo, mais en même temps de pouvoir les enrichir avec potentiellement ton avis perso sur le tweet de la personne. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir le distribuer partout. La vidéo, c'est un format qui est hyper portable. Tu peux le poster sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok ou n'importe quoi. Donc en fait, si tu veux du contenu qui n'était pas propice à la vidéo comme un tweet, et ben aujourd'hui, toi, tu peux potentiellement le rendre attractif de manière automatisée sous un format vidéo que tu peux distribuer partout. Et ça, bah, il y a des outils qui sont pas basés sur React qui permettent peut-être de faire ça, mais j'ai l'impression qu'en fait React, avec Remotion, va permettre justement de faire des choses très avancées parce qu'en fait, tu as toute la flexibilité d'utiliser les technos web pour créer tes vidéos, donc y compris des trucs assez avancés comme le moteur Skia de Flutter que tu peux utiliser sur le web. Tu peux aussi utiliser FreeJS, qui est une surcouche à WebGL qui permet de créer des expériences en 3D. Donc c'est vraiment des choses, moi en tout cas c'est le domaine qui m'intéresse le plus en ce moment. Ok. Donc c'est cette technologie finalement qui te permet de, si j'ai bien compris, hein, corrige-moi si je dis des bêtises, mais qui te permet de capturer l'écran de l'utilisateur et de par une série de captures d'écran, te recréer une vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment une série de captures d'écran de l'utilisateur, c'est plus un snapshot Oui, ok, d'un div ça va. HTML, tu vois. Mhm. C'est juste un rectangle dans l'écran, tu dis, bah voilà, je vais prendre une photo de ce truc-là à un instant T. Et en fait, tu vas créer des interpolations. En fait, tu vas recevoir le numéro de frame et tu vas pouvoir, par exemple, créer des animations en interpolant ce numéro de frame avec des translations, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux, tous les effets du web, décaler l'élément de droite à gauche petit à petit en fonction de la frame ou des choses comme ça, faire des effets avec une animation de type ressort Mhm. ou une animation linéaire. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Et bah, du coup, ce qui est bien, c'est que tu as tout le modèle de React qui permet de créer les animations et de les composer surtout entre elles. Donc tu peux créer des petites séquences et ensuite à la fin, tu n'as plus qu'à assembler les séquences entre elles. Et à la fin, potentiellement, tu peux très bien avoir un système automatisé qui va te créer ta vidéo en fonction de données qui viennent d'une source externe. Quoi. Tu vois, tu postes un JSON sur un endpoint d'un backend et hop, tu as une vidéo en retour. Quoi. Donc tu peux automatiser les vidéos. Moi, mon projet, pour te donner une idée, c'est un bot Twitter. Tu vas le mentionner sur Twitter à la fin d'une conversation et il va te créer une vidéo de la conversation et il va le poster en réponse Mhm. dans un tweet. Donc en fait, le workflow est entièrement automatisé, j'ai rien à lancer en local, ça tourne dans le cloud et la vidéo elle est produite toute seule quoi. Qui c'est ton client cible ou ton utilisateur cible pour cette application? Là, c'est plus les gros hackers les gens qui ont envie de développer du personal branding, parce qu'en fait, Mhm. aujourd'hui, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs, c'est un peu le problème que j'essaie de résoudre avec ma newsletter sur React. C'est en fait, dans le monde du dev aujourd'hui, tu vas avoir plein d'entreprises qui vont créer plein de contenus pour des buts SEO. Le but, c'est en fait, ils ont créé un produit, donc ils vont payer des gens pour écrire un article par jour, qui est pas forcément en rapport avec leur produit, mais l'idée, c'est d'attirer des gens sur leur site pour qu'en fait, les gens connaissent leur produit. Et du coup, ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a plein de contenus qui certes peut être utile si jamais tu as une recherche précise Google sur un problème spécifique, tu vas peut-être tomber sur un article qui va t'intéresser, mais toi, quand tu as envie de faire ta veille pour te tenir informé de ton écosystème, t'as pas envie forcément de lire un truc Mhm.
un autre truc qui a déjà été expliqué dans la doc officielle, sûrement mieux d'ailleurs, que dans le blog qui a été créé juste pour un but SEO, quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir un rôle de curateur on va dire dans le bruit de tout le contenu qui est produit. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ma newsletter. En fait, j'essaie de créer une newsletter où il y a que le contenu qui est vraiment pertinent pour un développeur React ou React Native qui est ouvert d'esprit. Donc, si par exemple il y a un truc sur SwiftUI ou Flutter, je vais le mettre aussi potentiellement parce qu'il y a certaines news qui peuvent être intéressantes pour un développeur React aussi. Et je vais éviter tous les tutoriels qui sont juste des tutoriels pas à pas qui vont, qui vont guider, enfin qui n'apportent pas vraiment de valeur par rapport à la doc officielle. Et pour revenir à ce projet-là, en fait, moi je pense il y a beaucoup de signaux faibles sur Twitter. Donc par exemple, tu vas trouver des informations. En gros, Twitter, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Tu vas scroller dans le vide, tu vas passer 1 heure à chercher des tweets et de temps en temps, tu vas trouver un truc qui t'intéresse. Mais souvent, il y a beaucoup de bruit quand même. Il y a des conversations entre plusieurs personnes que tu n'as pas forcément envie de lire, mais de temps en temps, il y a vraiment un truc qui va vraiment attirer ton attention. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir le rôle, on va dire, de faire remonter cette information d'une manière concentrée sur des comptes qui voudront en fait de montrer que l'information pertinente pour un sous-ensemble de la population. Par exemple, moi, avec ma newsletter, je vise plutôt les développeurs React qui sont, on va dire, mid et seniors. Je ne veux pas forcément attirer des juniors, même si après, il y a des juniors qui sont curieux, qui ont envie de monter en compétences rapidement, et ils vont s'inscrire quand même. Mais c'est pas la population que je vise initialement. Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans ma newsletter, c'est quand je regarde les sign-up, je vois un engineering manager chez Facebook qui travaille sur React Native qui s'inscrit. Bah là, je me dis, voilà, tu vois, je fais du bon travail. Et c'est des choses qui arrivent, tu vois. Il y a vraiment des gens dont le nom me dit quelque chose. Je suis très content, tu vois. Il suffit qu'il y ait un seul sign-up de ces mecs-là et je suis content pour la journée, quoi. Euh, mais du coup, pour revenir à mon projet, en fait, bah voilà, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie enfin, qui lisent beaucoup, qui font beaucoup de veille sur un sujet donné sur Twitter potentiellement. Et bah, moi, ce que je voudrais leur permettre de faire, c'est de dire, voilà, tu as trouvé un tweet qui est très intéressant, tu as envie de le partager à ton audience, mais en fait, aujourd'hui, bah, voilà, créer un screenshot du tweet, c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Tu vas pas, moi, j'aimerais bien que les gens puissent apporter leur branding et potentiellement mettre un commentaire sur, sur la vidéo qui est produite et l'animer un peu d'une manière intéressante pour justement que, en fait, on se rend bien compte que c'est pas juste toi qui postes le tweet de quelqu'un d'autre, mais que en fait, tu vas apporter de la valeur en plus du tweet que tu as trouvé parce que toi, tu vas avoir un commentaire intéressant dessus, tu vois. Quelle est la différence avec un retweet du coup? Parce que je crois savoir que lorsque tu fais un retweet sur Twitter, tu peux Mm. ajouter un commentaire et ça, dans ton tweet, il y a le tweet original de la personne qui est encapsulé. Et effectivement, ben, en fait, là, le retweet, dans ce cas-là, ça a un intérêt. Par contre, c'est quelque chose que tu peux faire que sur Twitter et tu vas pas pouvoir le distribuer sur les autres plateformes. Donc, Hmm. moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer un truc où en fait, tu vas pouvoir partager le contenu de quelqu'un d'autre sur une autre plateforme. Mais après, je pense que moi, je m'intéresse beaucoup au marketing en fait, et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à reprendre le contenu des autres et en fait à le mettre en valeur, parce qu'en fait, tu penses sincèrement qu'il est bon. Et en fait, tu vois, tu peux te casser le cul à écrire un bon article de blog. C'est assez compliqué, mais en fait, il y a aussi plein de gens qui ont écrit des très bons articles, mais en fait, ils savent pas du tout les marketer, et du coup, leurs articles sont pas lus. Et toi, si tu as un rôle, on va dire, de L'agrégateur. curateur, voilà, si t'as un rôle d'agrégateur, tu peux, on va dire, mettre ces gens-là en valeur. Ils sont contents, et en même temps, toi, t'en bénéficies parce que du coup, tu gagnes aussi en visibilité autant que quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, de ça dans ma newsletter, c'est qu'il y a beaucoup de valeur à justement mettre en avant les autres, les gens qui ont créé quelque chose d'intéressant et qui sont pas forcément tous très bien reconnus par rapport au contenu intéressant qu'ils ont créé. Toi, Hmm. enfin moi aujourd'hui, je commence à quand même avoir pas mal de visibilité. Je crois que j'ai 12 000 followers sur Twitter, un truc comme ça. Ah oui. J'essaye ouais, ça grossit assez vite en fait à partir d'un certain stade. Et j'essaie justement de mettre en valeur. En fait, je poste ma newsletter sous forme de thread sur Twitter Hmm. et j'essaie de mettre en valeur, on va dire, tous les gens qui ont écrit quelque chose. Après, c'est un peu un jeu gagnant-gagnant dans le sens où en fait, tu vois, je vais créer le thread où je vais mentionner les gens qui ont écrit l'article. Implicitement, c'est un peu dans leur intérêt de retweeter le truc parce qu'en fait, s'ils retweetent, ils se donnent de la visibilité à eux-mêmes et en même temps, ils m'en donnent.
Donc, mais après, tu vois, c'est pas quelque chose qui est cheaté dans le sens où en fait, bah, je pense réellement que ce qu'ils ont écrit c'est intéressant, tu vois. Et Bien sûr. j'essaie toujours d'apporter quelque chose, voire même de le vulgariser un petit peu pour que des gens un peu moins qualifiés, un peu plus juniors, arrivent à quand même comprendre de quoi il s'agit, quoi. Super intéressant. Ouais, et aujourd'hui, combien de personnes ont souscrit à ta newsletter? Aujourd'hui, je crois que je dois être à 2200 sur la version française et j'ai lancé la version en anglais et j'ai 1500 sur la version anglaise. Donc au final, ça fait 3700 à peu près. Et tu l'as traduit du coup? Tu fais une version anglais, une version français? En fait, c'est la même version. Au début, j'ai commencé par faire la version en français et j'ai créé le thread Twitter à partir de la version française en anglais. Donc il y avait déjà, on va dire, une étape de traduction, mais aussi de condensation, parce que sur Twitter, tu es un peu limité. J'essaie de faire qu'un Oui, seul tweet par article. Donc ça, c'est pas toujours évident, hein, de réussir à faire rentrer un article dans un tweet. tu Des m'étonnes. fois, pour expliquer un truc compliqué en un seul tweet, c'est le challenge parfois. Mais du coup, la version anglaise de la newsletter, par contre, c'est une version vraiment traduite, on va dire plus ou moins au mot pour mot de la version française, parce que j'ai pas envie de me compliquer trop le workflow. C'est déjà beaucoup de temps de créer du contenu, de créer le thread Twitter. J'essaye en plus de faire des screenshots. Tu vois, d'abord, enfin, sur la newsletter, je mets pas d'image parce qu'en fait, Google a tendance à me tronquer les emails quand ils sont trop longs et qu'il y a trop d'images. Je sais pas pourquoi. C'est un peu pénible. Mais du coup, sur le thread Twitter, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des images où j'essaye de mettre en valeur vraiment un screenshot qui va vraiment, enfin, qui va vraiment capturer l'intérêt de l'article en un seul screenshot. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un petit collage des fois parce que c'est pas toujours évident. Donc, j'essaie de créer, de copier-coller, on va dire, les phrases qui sont les plus pertinentes avec un petit bout de code enfin, en gros, avoir un peu de texte et un peu de code pour illustrer le concept, quoi. Mais c'est pas toujours simple, hein, de réussir à capturer ça dans une seule image et en plus avoir une police qui soit suffisamment grosse pour que ce soit lisible. Mais en tout cas, ça a l'air de plaire aux gens, en tout cas pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui trouvent pas mal de valeur parce qu'en fait, bah, du coup, ils ont l'impression de pas louper le contenu React intéressant de la semaine. Donc, ça n'empêche pas qu'ils font quand même de la veille à côté, mais en tout cas, ils ont, on va dire, une sorte de filet de sécurité pour ne rien manquer, on va dire. Quel est ton processus à toi que tu as mis en place pour justement faire cette veille, trouver les bons contenus qui vont être pertinents? Comment est-ce que tu t'organises concrètement? Alors ça, c'est encore on va dire, work in progress. Bah déjà, ça me prend beaucoup de temps, en fait. Ça prend beaucoup plus de temps que, que ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, je suis inscrit à genre plein de newsletters de tout. En fait, le truc, c'est que tu vas avoir plein de blogs. Il y en a certains qui vont avoir un flux RSS, il y en a certains qui vont avoir une newsletter, il y en a certains qui vont rien avoir du tout. Euh, et du coup, j'essaye de m'abonner à tout. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer d'utiliser plus le flux RSS pour l'instant. Pour l'instant, je l'utilise pas trop encore. Mais en gros, j'ai une boîte mail avec, genre, je reçois 25 emails par jour de Waouh! newsletters divers et variés. Voilà. En fait, j'ai un gros filtre avec, bon, je mets pas ça dans ma boîte principale, mais j'ai un filtre, on va dire, qui reçoit tout. Et puis, euh, après, le workflow a un peu évolué. Au début, je faisais ça pas mal le week-end. C'était un peu moins commenté, on va dire. Je mettais plus une liste de liens sans trop commenter. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les gens aiment beaucoup que je fasse des commentaires pour vraiment apporter quelque chose en plus. Et bah, j'essaie de faire, Waouh! on va dire, trois ou quatre commentaires un peu plus longs, et puis le reste, mettre des listes de liens. Et globalement, avant, je faisais ça plus le week-end. Maintenant, je fais plus, on va dire, je réserve le début de semaine. Je me dis qu'en fait, le début de semaine, au moins, bah, on va dire, c'est important pour moi. Donc, j'ai décidé que c'était en début de semaine, que c'était pas le week-end, que j'allouais vraiment du temps sur mon temps de travail pour le faire. Et, euh, et c'est pas quelque chose que je saute, quoi. Enfin, sauf si je suis en vacances ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est tant que la newsletter est pas partie, je fais pas autre chose, quoi. Est-ce que tu as réfléchi à l'idée, alors c'est peut-être déjà le cas, d'avoir une newsletter payante? Oui, j'ai réfléchi à ça. D'ailleurs, j'ai lancé enfin, une page Patreon sur ma dernière newsletter que j'ai envoyée à 3700 personnes. Donc, Et alors? je l'ai envoyée il y a 2 jours et il n'y a personne qui a décidé de me payer. Donc, mais après bon, je m'y attendais un peu, tu vois. Les C'est pas, développeurs, ce sont des radins. non, mais je pense que franchement, je veux dire.
même moi, j'aurais pas payé parce qu'en fait, tu vois, je veux dire, tu as déjà le service qui est gratuit. Tu dis, bah voilà, si vous voulez, vous pouvez me donner de l'argent. Bon, Mhm. il n'y a pas beaucoup de motivation. Par contre, il y a des trucs que je pense pas que je ferai un jour une newsletter payante. Par contre, enfin, en tout cas, moi, si je le fais un jour, ce que j'imagine, c'est plus de dire, voilà, euh, aujourd'hui, tu as une newsletter tous les jours. Euh, Demain, potentiellement, ce sera qu'une fois sur les 2 semaines. Et si tu veux avoir tout le temps, il faut payer un peu. Ou alors, tu m'aides à faire croître la newsletter. Donc, c'est-à-dire que tu as un système de référal qui va te dire, voilà, si tu as réussi à recommander les newsletters à 2 personnes et que ces personnes sont des lecteurs actifs, et ben, toi, c'est gratuit pour toi et tu peux lire tout le temps. Après, je sais pas si j'ai envie de faire ça parce que déjà, c'est compliqué à mettre en place. Oui. Faut des logiciels. Il y a des SaaS qui gèrent ça, mais ils gèrent pas mon logiciel. Donc, je sais pas si j'ai envie d'aller là-dedans. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu vois, je me suis concentré vraiment, j'ai bien séparé la newsletter française de la newsletter anglaise. Et j'ai aussi fait pas mal de posts sur LinkedIn pour démarrer la newsletter française. Donc, j'ai eu une petite audience, on va dire, sur LinkedIn locale. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer aussi la piste du recrutement. J'étais très content il y a pas longtemps, c'est en fait, je mets des offres d'emploi dans ma newsletter. Pour l'instant, ça a été surtout des offres React Native. Mais récemment, il y a eu 2 recrutements qui ont été conclus avec ma newsletter. Euh, donc les offres, on va dire pour l'instant, moi j'ai 2 slots d'offres d'emploi, je fais payer ça 400 € par mois. Ça peut sembler quand même assez élevé par rapport à une newsletter qui a que 2200 abonnés. Triple tes Ah, prix. ouais, Triple tes prix. Il faut que ce soit je plus pense cher. que, Attends. non mais je pense que effectivement je pourrais augmenter. Je sais pas exactement, il faut que j'étudie un peu, mais au final je me rends compte effectivement qu'il y a un intérêt. Parce qu'en fait, tu vois, je veux dire, je pense que il y a 2 entreprises qui ont sponsorisé pour des offres d'emploi. Ils ont fait 2 fois, donc ça leur a coûté chacune 800 €. Et les 2 entreprises ont réussi à recruter un développeur soit mid, soit senior sur React Native. Donc Alors, je pour lui, t'interromps. Faisons le calcul, ça m'intéresse. Est-ce que tu connais la braquette, la fourchette de salaire de ces postes-là? bah, ça doit être 50 000. Je pense que c'est une 50 000. commission de chasseur de tête à 10 De 000 20K. ou 12 000 euros. Non, 20K, Bah, 20K. 20%, certains prennent. 20 à 25%. Bah oui, mais ça Certains fait, cabinets sur l'année. mais ça fait 10. Oui, oui, autant pour moi. Autant pour Voilà, moi. Je suis c'est ce mauvais en que je me maths. disais. Oui, oui, Mm. ouais, j'étais à 100. Effectivement, ouais, Ouais. ouais. Oui, bah, Donc en 10K fait, et toi, 800, je veux dire, t'es en termes de prix. Alors, c'est vrai que c'est pas garanti, on est d'accord? le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que j'ai 2 choix. En fait, j'ai fait aussi un partenariat avec un truc qui s'appelait Alicia, qui est en gros des offres d'affiliation. Donc en fait, toi, tu vas mettre leurs offres d'emploi dans ta newsletter et si jamais il y a des candidats, ils doivent te contacter directement. Tu fais un pré-filtre, tu rentres les candidats dans le système. Je crois on appelle ça un ATM ou un ATS, je sais plus. Et à la fin, si le candidat est recruté, tu gagnes potentiellement une prime de 5 000 €. Alors, faut savoir, c'est que quand même le recrutement, moi personnellement, je pensais que c'était assez simple, mais en fait, c'est assez compliqué. Il faut vraiment aller chercher les mecs. Même, tu vois, limite, je suis surpris que ma newsletter ait réussi à conduire à 2 recrutements réussis, parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui cliquent sur les offres. En vrai, tu vois, il faut vraiment que l'offre elle soit ultra attractive. Et là, c'était assez le cas quand même. Tu vois, t'avais des offres qui étaient je crois que tu avais Shotgun qui autorisait du full remote avec un salaire qui allait jusqu'à 70 000 dans un environnement où en fait c'est une boîte assez sympa avec des apps React Native. Moi, c'est un de mes anciens clients en plus, tu vois, donc j'ai mis une petite mention. J'ai travaillé Mhm. chez eux, c'était vraiment cool et tout. Euh, donc voilà, je pensais attirer un candidat par rapport à ça. Après, tu as Cajou aussi qui a recruté un développeur React Native qui est une grosse boîte, enfin qui est une boîte récente, mais on va dire qui a le vent en poupe. Je pense que en plus le CTO, c'est un mec qui est plutôt bon en React Native. Je pense que l'environnement est assez cool aussi. Bref, tu vois, c'est pas des offres qui Bien peinent sûr. à trouver À des attirer. candidats. C'est plus des gens qui sont en hyper croissance, qui ont fait des levées de fonds récemment, qui ont envie d'avoir des mecs qui soient bons tout de suite, préférablement des mecs qui font leur veille et qui sont au courant des nouveautés. Et tu Mhm. vois, moi, de ma newsletter, c'est Et déjà un oui, pré-filtre. Si t'es inscrit, exactement. c'est que t'es un meilleur candidat potentiellement que le mec qui se repose sur ses lauriers. Bien sûr qu'une personne lambda, ouais. Très intéressant. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Tu as dit c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais le recrutement. Hmm. Et, euh, et c'est vrai que lorsque j'étais peut-être salarié, c'est-à-dire qu'on remonte vers 2017, dans ces eaux-là, 2017, ouais, 2017, j'avais une assez mauvaise image des recruteurs.
je dois l'avouer, je sais que beaucoup de développeurs l'ont parce que je me faisais spammer régulièrement, parce que je faisais des entretiens, je me souviens des fois de 30 minutes juste pour remplir une base de données et qu'ils n'avaient aucune offre à me proposer et qu'ils me posaient des questions. Je dis, mais vous avez une offre à me proposer Ouais, aujourd'hui? bah, ouais. Mmh. Et j'avais cette frustration, tu vois, face aux chasseurs de tête. Euh, et ensuite, lorsque je suis devenu freelance et que je me suis dit, OK, je vais développer, parce que je captais beaucoup de missions, un système d'apporteurs d'affaires. Mmh. Et je me suis dit, OK, je vais faire ce travail de mise en relation que font les recruteurs. Je vais prendre une com au passage. Et en plus, comme moi je suis dev, je vais pouvoir préqualifier les profils sur l'aspect technique. Comme ça, je vais présenter des bons profils. Et en plus, je vais pouvoir aussi préparer peut-être les gens, les devs particulièrement, parce que je vais bien arriver à capter les attentes des entreprises. Mmh. J'ai détesté faire ça. C'était horrible. C'est-à-dire que je postais un truc sur un Slack, Ouais. je recevais 5 messages, les 4 c'était des juniors, alors que j'avais bien mis, il faut quand même pas mal d'expérience, etc. Donc en fait, je perdais mon temps à préqualifier des gens. Mmh. Et au final, quand il y avait un bon profil, il fallait que je négocie, que je lui dise, explique, bah voilà, je prends une commission, etc. Il faut que tu sois d'accord, il y a un contrat d'apporteur d'affaires, etc. On fait les choses carrées. Quand ils acceptaient, je balançais le profil, enfin, je communiquais le profil, etc. Mais il n'était pas forcément pris. La personne ne se vendait pas forcément bien, ou entre-temps, peut-être qu'elle avait trouvé une autre mission. Et du Ouais. coup, je passais un temps fou à essayer de positionner une personne sur une mission. Je me suis dit, mais en plus, je trouvais ça terrible parce que je devais dire non à des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient, bah voilà, je sais, je rentre pas parfaitement dans les cases, mais je suis motivé et tout. Ouais, Je bah, me ouais, ouais. sentais Mmh. mal, tu vois, de leur dire, bah en fait, non, c'est même pas la peine, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est un peu ça, moi aussi, j'ai fait un peu de qualification technique avec une plateforme de recrutement, bon, j'ai fait une dizaine de candidats et c'est vrai que je me suis rendu compte, que voilà, il y avait des offres, bah, déjà des offres qui étaient pas forcément très attractives à la base. Il faut se rendre compte qu'il y a plein de projets qui sont legacy, donc Mhm, les recruteurs, ils espèrent quand même trouver quelqu'un pour ces projets-là. bien Donc sûr. malheureusement, voilà, si tu es sur du Angular 1 de 2013, bah, potentiellement aujourd'hui, oui, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui veut bien en faire. Et ensuite, potentiellement, bah oui, tu vas avoir des mecs qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie d'avoir leur première expérience, qui vont dire, Bien ok, sûr. moi je veux bien faire du Angular 1, Mhm, c'est mieux que rien, quoi. Mais au final, tu vois, c'est vrai que c'est pas simple. Euh, et c'est vrai que tu mets une offre d'emploi senior, tu reçois pas mal de candidats de gens qui sont juniors. Après, bah, je comprends aussi qu'ils cherchent leur première expérience et que c'est pas évident de leur dire non. Mais tu vois, si par mhm, exemple tu as déjà une équipe qui n'est pas assez senior, tu peux pas te permettre de recruter un junior. Des fois, tu as besoin de remplacer un tech lead ou un truc comme ça. mhm. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça qui manque que, enfin, les profils Oui. de seniors sont beaucoup plus recherchés que les juniors, c'est sûr. Mhm. Et tu vois, par exemple, je me rends compte aussi dans ma newsletter, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des reconversions professionnelles qui s'inscrivent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours peur un peu de les perdre parce que j'essaie de mettre des contenus quand même assez avancés. Mhm. Mais je suis quand même content d'avoir, on va dire, une audience un peu diversifiée qui me lit et qui, des fois, me fait des retours aussi sur ce que je poste. Euh, mais on m'a souvent dit, c'est vrai, il y a pas de newsletter, il n'y a pas d'offre d'emploi pour les stagiaires, pour les alternants, pour les juniors dans ta newsletter. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que les recruteurs, aujourd'hui, ils vont pas payer 10 000. Enfin, tu vois, t'es dans une entreprise, il y a plein de reconvertis sur le marché. Tu vas pas payer 10 000 € à un chasseur de tête pour recruter un reconverti. Et moi, aujourd'hui, mes newsletters, voilà, j'essaie de faire des offres d'emploi qui, on va dire, me rémunèrent sur le temps que je passe à créer cette newsletter. Bon, au final, c'est pas du tout rentable hein, pour l'instant. Je pense que je ferais mieux de travailler sur des missions de conseil que faire ça, mais j'ai bon Mhm. espoir que d'ici 1 ou 2 ans, je sois au moins au seuil d'égalité. Mais effectivement, tu vois, les entreprises, elles ont pas envie de me payer pour mettre une offre d'emploi pour un alternant, quoi, Bien sûr. Puisque de ou toute pour manière, ils n'ont un pas de stagiaire. difficulté à le trouver, l'alternant. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand ils ont déjà trop de demandes, enfin, potentiellement, ce qu'ils seraient prêts à payer, c'est un service qui va filtrer, tu vois, qui va dire, voilà, Oui. sur les 100 juniors que tu as reçus, lequel est vraiment le mec ultime sur lequel tu as vraiment envie d'investir parce que tu sais que ça va bien se passer avec lui. Et ça, c'est vraiment un service qui a de la valeur aujourd'hui, je pense. De dire, voilà, celui-là, tu sais que tu peux vraiment le faire monter en compétence et que ça va bien se passer, tu prends pas trop de risques, tu vois. Bah, je pense que c'est toujours difficile de toute façon de juger du niveau d'un junior parce que souvent il n'y a pas beaucoup de projets sur lesquels ils ont travaillé, donc ça c'est toujours compliqué quoi. Mhm. Justement.
faisons un petit cadeau à tous les juniors, à toutes les personnes qui sont reconverties et qui écoutent ce podcast. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner au vu de ton expérience aujourd'hui pour qu'ils montent en compétences le plus rapidement possible, peut-être qu'ils trouvent une entreprise le plus rapidement possible. Ouais. Quels sont les top conseils que tu pourrais leur donner? Bah, moi, ce que je conseillerais, c'est déjà de lire la doc officielle. Arrêter de lire des blog posts de gens qu'on a trouvés en faisant une recherche Google et qui sont parfois pas très bien réalisés, pas à jour ou pas du tout. Souvent, la meilleure source de documentation, c'est vraiment la documentation officielle. Il y a les mainteneurs des projets, généralement, ils passent du temps à écrire la documentation et c'est souvent de meilleure qualité que d'autres articles qui sont là juste pour, on va dire, attirer de la visibilité, mais pas forcément réellement enseigner aux gens. Ensuite, je pense qu'il faut pas avoir peur d'ouvrir le code des librairies. C'est vraiment, c'est des êtres humains comme vous qui les avez écrits. Alors peut-être qu'ils ont un peu plus d'expérience, mais au final, enfin, moi je travaille sur un projet open source. Il y a plein de devs qui sont potentiellement juniors. On a un contributeur actif sur Docusaurus qui est un étudiant et aujourd'hui il me challenge réellement sur le projet. Il est rentré dedans et moi personnellement ça m'aide beaucoup à avoir du feedback parce que bah, des fois sur un projet open source on se sent un peu seul, surtout Mhm. quand il n'y a pas toute une équipe derrière. Donc faut vraiment pas avoir peur de rentrer sur un projet et d'envoyer une pull request. C'est aussi un moyen de monter en compétence. Vous participez à un projet avec d'autres personnes qui sont plus seniors. Si les gens seniors se rendent compte que vous allez les aider, ils voudront investir sur vous et vous aider en retour et vous faire une revue de code qui va peut-être vous faire monter en compétences. Moi, je trouve que la revue de code, c'est vraiment un truc qui fait monter très vite en compétences parce qu'en fait, tu vois la manière de penser de quelqu'un de plus senior. Alors après, le senior, il va pas forcément tout de suite avoir un retour sur investissement, mais en tout cas pour l'équipe, c'est vraiment très utile de pouvoir identifier les anti-patterns qu'il y a sur le code de l'équipe avec une code review. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est le conseil le plus important que je donne parce que j'ai accompagné pas mal de développeurs, notamment via Open Classrooms, qui a un système de mentorat. Et donc, je coachais des devs iOS, en tout cas des aspirants devs iOS, des étudiants. Et je leur donnais quelques tips pour leur entretien. Et je leur Mm. disais, lorsque vous êtes en entretien avec une entreprise, posez cette question, c'est quels sont vos processus de qualité? Et attendez de voir s'ils vous disent est-ce qu'il y a de la revue de code ou pas. Parce que s'il y a Mm. de la revue de code, et demandez aussi le niveau des gens, est-ce que depuis combien de temps ils développent, etc. Parce que si vous avez des seniors qui font vos revues de code, vous allez aspirer tout leur savoir, parce que non seulement eux, ils vont vous faire des retours, ça va permettre de progresser, de comprendre, mais vous allez lire leur code aussi, et Ouais. vous allez vraiment vous aspirer leur savoir, et c'est exceptionnel, puisque vous montez, surtout si vous travaillez avec des gens qui sont ultra compétents, il y a la montée en compétences, alors certes, c'est difficile au début, on se prend des critiques, ça fait mal, mais la montée en compétences, elle est exponentielle, c'est génial en Mm. fait. Ouais. Et ça, dans l'open source, tu peux l'avoir gratuitement aussi, parce qu'en fait, tu vas avoir un projet qui est utilisé par des millions de personnes. Il va y avoir peut-être trois mainteneurs qui sont un peu surchargés. Il suffit que tu gagnes un peu leur confiance on va dire, en qualifiant les bugs d'autres utilisateurs, parce que toi, tu connais mieux le projet qu'eux. En fait, les issues sur un projet open source, c'est vraiment très varié, hein. T'as des Mhm. mecs qui vont juste écrire un titre et qui, en gros, espèrent que tu leur trouves la solution. Il y a des gens qui vont te dire, voilà, j'ai un bug dans mon application, c'est un truc, on a un setup hyper complexe et hyper sur mesure, mais on peut pas partager le code. Bah là, tu peux pas faire grand-chose pour eux. Mhm. Et puis, t'as des bugs qui sont pas très qualifiés. Le mec, il a un truc de reproduction, mais genre, le truc est gigantesque. Donc, pour isoler exactement le problème qui va pas, bah, un mainteneur, ça prend du temps. Et des fois, c'est juste une petite typo quelque part. Et au final, tu passes 2 heures pour te rendre compte que c'est rien du tout. Aujourd'hui, un junior, il peut très bien aller sur un projet open source et voilà, commencer par potentiellement déjà lire la doc, faire un retour sur la doc, essayer de qualifier, déjà essayer de monter en compétence sur le projet après avoir lu la doc, essayer de qualifier les bugs qui sont reportés pour que le mainteneur principal il consacre moins de temps. Ça lui fait gagner du temps pour se concentrer sur des choses qui sont plus importantes. Et sur un projet qui est, on va dire, très utilisé, on va dire l'exigence technique est quand même assez élevée. Donc quand on ouvre une pull request, tout de suite on va avoir de la review, on va avoir des gens qui vont dire non, là ton API elle est pas bien designée. Enfin tu vois, t'apprends réellement le côté de genre voilà tu crées une API, mais genre ton API si elle est publique, c'est pas la fête, c'est pas la fête. Il faut un design, il faut une vision Mhm. dans le temps. Euh, Tu vois, on va pas s'amuser à faire un breaking change parce que tu as fait une API et qu'un mois plus tard on va devoir la changer. Donc ça t'apprend, on va dire, des notions de design qui sont importantes quand tu es, je sais pas, dans les entreprises, c'est des API publiques aussi, tu vois. Donc tu as les mêmes, t'as
le même genre de problématique. Et surtout, je pense que bon, ça, c'est un truc qui est de manière plus générale. Quand tu as tort en public, et en particulier sur Internet, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te dire non, là, tu as tort. Et tu vas avoir plein de gens qui vont te corriger. Et un truc qu'il faut surtout pas avoir peur, c'est d'avoir tort sur Internet. Parce que c'est le meilleur moyen de monter en compétence. Tu vas poster un truc, tu vas dire une grosse connerie. Dans le pire des cas, euh, tu vas apprendre quelque chose de nouveau et avoir de la visibilité parce que les gens ils vont commenter sur ton truc et ça va créer de l'engagement. Mhm. Bon, je sais pas si, à part vraiment, si tu, enfin, tu peux aussi faire quelque chose de mal, mais je veux dire globalement, si tu fais une erreur innocente et que tu pensais réellement que tu avais raison et qu'au final tu as tort, bah, les gens ils vont te corriger, tu vas apprendre quelque chose et puis tu vas repartir moins con, quoi. Moi, au début, tu vois, j'avais un peu peur de créer du contenu sur Internet, d'écrire un article de blog ou des choses comme ça. J'ai commencé à poster tous les jours sur LinkedIn. Je me suis dit, voilà, il faut absolument que je gagne en visibilité si je veux vendre des missions de conseil. Mhm. J'ai commencé à poster peut-être 5 jours par semaine sur LinkedIn. Il y a sûrement des trucs, j'ai sûrement dit des conneries, mais en fait, il y a jamais personne qui m'a vraiment dit méchamment, là, tu dis une grosse connerie. Éventuellement, ils vont te dire, non, là, t'as tort, regarde, je te donne le lien de la doc qui te montre, qui te prouve que t'as tort. Et je fais, bah, ah ouais, merci. Et puis c'est tout, quoi, tu vois. Et puis au pire, le mec qui t'a corrigé, il t'a donné de la visibilité en vrai. Bien sûr. Des fois, c'est con, hein, bah, ça c'est un plus du marketing, mais en fait, tu fais une typo dans un email, bah, tu vas avoir des gens qui vont te dire non, là, t'as fait une typo, tu vois. Après, du coup, enfin, tu vois, t'engages des conversations sur des erreurs en fait. Il m'est arrivé de faire exprès de faire des fautes. Bon, Ah ouais. j'avoue, j'en fais parfois sans faire exprès, Ouais. malheureusement. Mais typiquement, ce que tu dis me rappelle un truc. Un jour, j'avais fait un post sur LinkedIn à propos des effets composés. Donc en Mm. investissement, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas les effets composés, c'est l'idée de dire qu'il va falloir investir le plus tôt possible, puisque le temps est une variable très importante, puisque si ton capital il investit de 7% par an, qu'est-ce qui se passe? Tu as un effet boule de neige. Donc plus ça grossit, grosso modo, plus ta boule de neige, elle grossit très rapidement. Je crois qu'il y a une Mm. manière de se le représenter, c'est de te dire, est-ce que tu préfères que je te donne 1 centime et que dès le premier jour, et que je double ça, cette somme, tous les jours, pendant 31 jours, ou que je te donne 3 millions? Et je crois que, Mm. je me trompe peut-être sur les chiffres, mais le 1 centime, finalement, il finit par être supérieur à ces 3 millions au final. Mais il finit Ouais. par être supérieur dans les derniers jours, je crois, au 30, au 30e ou au Ouais. 31e Il jour, tu suffit vois. de rajouter un jour et puis ça change tout déjà, quoi. Donc Exactement, au ça final, te ouais. double, quoi. C'est incroyable. Mm. Et j'ai un CTO d'une néobanque, je crois que c'est Blink, je veux pas dire de bêtises, mais d'une néobanque qui m'a contacté et qui m'a proposé une mission en React Native d'ailleurs. Et c'est parti d'un clash entre guillemets sur les intérêts composés et où il fallait placer son argent, tu vois. Ce qui est Ah ouais, quelque part d'accord. un sujet, tu vois, très différent, mais finalement Ouais. notre conversation, tu vois, elle a bifurqué sur une mission en freelance, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, après, effectivement, tu vois, tu peux faire des posts LinkedIn. Enfin, si tu veux avoir de la visibilité, enfin, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des posts LinkedIn. Bon, il y en a plein qui font des posts, mais qui n'apportent pas beaucoup de valeur, qui font beaucoup de trucs polémiques, et Mhm. ça leur donne de la visibilité, mais ça leur donne pas de la crédibilité. Donc, Oui. c'est un truc à prendre avec des pincettes. Mais de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal d'avoir, enfin, de créer du contenu avec à forte visibilité, même si c'est pas forcément ton domaine de prédilection sur lequel tu vas parler, mais au moins ça te donne un petit coup de boost en visibilité à un instant T, quoi. Alors justement, je crois savoir que tu as fait enfin, tu as fait quelques posts. Parce que j'ai fait des podcasts avec des gens qui m'ont dit Mm. avoir eu des débats avec toi sur le natif versus donc le développement iOS par exemple ou Android natif versus Ouais. React natif. Et c'est un sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Euh, Ma première question, c'est, imaginons qu'une personne, un potentiel client t'appelle demain et te dit, bah voilà, j'aimerais développer une application mobile, je ne sais pas vers quelle technologie me tourner. Euh, Quelles vont être tes questions? Quelle va être ton approche pour dire, ben voilà, peut-être qu'il faudrait faire du React Native, peut-être qu'il va falloir faire du native, peut-être qu'il va falloir faire du Flutter. Comment est-ce que Mm. tu vas discriminer ou tu vas choisir plutôt la techno qui va bien? Bah, en fait, je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment une techno qui est vraiment ultime pour tous les projets. Je pense que ça dépend aussi de la culture d'entreprise. Je pense que, enfin, quand on parle de cette question, on est obligé forcément de parler de Airbnb. Airbnb, ils ont abandonné React Native il y a quelques années après avoir été des early adopters. C'est le cas, on va dire, le plus courant d'abandon de React Native. Il faut savoir Mhm. qu'ils étaient dans un contexte très particulier. Ils avaient déjà des devs natifs sur place, qui avaient une culture qui est habituée à faire du natif en Android et en iOS. Et ils avaient une app Brownfield. Brownfield, c'est-à-dire que tu mélanges, on va dire, à la fois du React Native. Enfin, ils ont Et du introduit du React natif. Native dans une app existante. Oui.
Mais ils l'ont fait de la manière compliquée, en fait. Ils l'ont fait de la manière C'est-à-dire? compliquée, c'est-à-dire que en fait, la coquille est native et ils ont quelques vues en React Native. Enfin, quelques vues à la fin, il y en avait peut-être beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus simple en fait de faire une coquille React Native et d'avoir des vues natives qui sont imbriquées dans l'app en React Native. Donc, par exemple, euh, ça a un intérêt parce qu'en fait, le problème, c'est que le state de ton application et éventuellement tes design tokens et tout ça, si tu as un design system, à un moment donné, il faut qu'il soit implémenté quelque part. Oui. Tu peux pas, enfin, t'as pas envie de le dupliquer, tu vois. T'as pas envie de le dupliquer. En plus, le state, aujourd'hui, si tu veux le serialiser, le transférer de React Native à la partie native, il faut le serialiser, ça a un coût, c'est asynchrone. Donc la communication, en fait, c'est un peu comme si tu étais dans un système distribué. C'est un peu comme si tu étais dans un système distribué où tu avais on va dire deux microservices qui ne peuvent interagir que par une couche réseau qui est la serialisation et le bridge de React Native. Bon, il faut Alors, savoir déjà. excuse-moi. Là, tu parles de la communication entre du code natif et du code React Native? Est-ce que je te suis bien? Oui, c'est ça, ouais. Mm. Ok. Euh, et du coup, aujourd'hui, il y a une nouvelle architecture dans React Native qui arrive, qui va rendre cette communication, enfin, la communication synchrone possible. Donc déjà, les apps brownfield de type Airbnb vont être plus faciles à implémenter, puisqu'en fait, tu seras plus sur de la communication asynchrone. Tu pourras avoir le natif qui va faire une query sur du React Native et vice-versa. Enfin, je crois plutôt, c'est plutôt React Native qui va pouvoir interagir avec le natif de manière synchrone. Euh, et du coup, réduire la complexité parce qu'en fait, quand tu auras besoin de données, tu pourras les récupérer tout de suite. Et ensuite, potentiellement, tu vas avoir une nouvelle couche d'interface entre le natif et le React Native qui va, on va dire, enlever le besoin de sérialisation puisqu'en fait, les données en mémoire seront partagées entre natif et React Native. Donc la communication sera beaucoup plus facilitée. Donc si tu as besoin de partager du state entre natif et React Native, ce sera beaucoup plus facile dans le futur. Donc ça, c'est une Alors, aparté. c'est une Maintenant, si tu... aparté, excuse-moi, mais je vais ajouter quelque chose. C'est une aparté qui est importante, que les gens ne vont peut-être pas comprendre pourquoi tu l'as fait, mais je vais dire pourquoi, parce que moi j'ai fait du React Native. Je suis spécialisé dans l'iOS native, donc Swift, mais la Hmm, deuxième techno que j'ai peut-être utilisé le plus, c'est du React Native. Et d'accord. j'ai bossé sur des projets où on n'avait pas toutes les capacités. Avec le code, l'existant du React Native, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on souhaitait faire. Ouais. Donc on a dû imbriquer du code natif dans le projet, faire des développements en natif, typiquement pour utiliser des librairies tierces, etc., et modifier le code des librairies tierces qu'on intégrait. Hmm, Et, et c'était le bordel, quoi. Parce que dès qu'il y avait un bug, il fallait savoir dans quelle couche c'était. Est-ce que c'était dans le React Native? Est-ce que c'était dans la librairie qu'on venait d'intégrer? ouais, Enfin, tu vois, ouais. du coup, c'était, je veux dire, je débuguais, enfin, c'était terrible, tu vois. Après, C'était je pense terrible. qu'aujourd'hui, enfin, la nouvelle architecture qui arrive dans React Native va pas forcément régler ce problème Ah ouais? de debugging parce bah, en fait, voilà, tu as plusieurs couches, tu as des abstractions. Au final, ce qui est compliqué, c'est parce qu'en fait, tu as besoin de quelqu'un qui soit full stack, tu vois, qui comprenne la partie JS et Oui. la partie native pour débugger le bug natif. Mhm. Et ça, c'est des profils qui sont très rares aujourd'hui en React Oui. Native, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, du coup, tu vois, c'est pareil que quand tu utilises la lib de quelqu'un d'autre, alors ok, c'est potentiellement le même langage que toi tu comprends, mais tu connais pas forcément les détails d'implémentation de cette lib. Et s'il y a un bug dans la librairie, bah aussi bon courage pour C'était le le cas. débugger, tu vois. C'était Donc le cas, voilà, et en plus, c'était en Objective-C. ouais, en Et je suis plus, pas voilà. un fan de l'Objective-C, parce que Non, pour ceux bah, qui connaissent l'Objective-C, ils ont la capacité à mettre des arrobases, 5 arrobases sur une même ligne, donc va hmm. comprendre la signification du truc. Mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ok. donc bah ouais, en plus la majorité des libs React Native en iOS sont en Objective-C, donc c'est vrai que Oui. c'est pas. Je pense que ça va pas mal changer dans les prochains temps. Enfin, avec la nouvelle architecture, je sais qu'ils veulent vraiment simplifier on va dire l'expérience aujourd'hui de création de librairies natives pour React Native est quand même un peu fastidieuse. Moi Mhm. personnellement, j'ai jamais pris le coup d'apprendre. Alors je fais un peu de Java, mais enfin j'en faisais à l'époque, on va dire. Donc j'arrive à me dépatouiller. SwiftUI, voilà, j'ai réussi à faire une chère extension, mais bon, c'est pas c'est pas mon domaine de prédilection non plus, même Mhm. si je comprends quand même le langage, il a l'air plutôt assez familier, on va dire. Mais Oui. Objective-C, voilà, tu vois, c'est un truc que j'ai pas envie d'y toucher, j'ai même pas envie de l'apprendre, quoi, tu vois. Je, C'est un je veux truc, bien te croire. c'est pas un investissement, et tu vois, je suis toujours, enfin, je sais me débrouiller un peu en natif, mais Objective-C, clairement, voilà, c'est pas mon domaine de compétence, quoi. Et j'ai pas envie que ce le soit. Euh, donc, effectivement, ouais, je pense que le fait de débugger aujourd'hui, ça reste quand même un peu compliqué parce que tu as plusieurs couches, quoi. Et à chaque fois, quand il y a plusieurs couches, bah, il faut déjà trouver dans quelle couche c'est. Et après, le langage, Mhm. c'est pas forcément la barrière.
enfin, aujourd'hui, je me vois pas débugger de l'Objective-C, mais par contre, du SwiftUI, si je maîtrise un peu mieux les outils de debug, bah, pourquoi pas, quoi. C'est pas, enfin, le langage, visuellement, il est compréhensible. Oui. Euh, Maintenant, pour revenir sur le cas d'une nouvelle application, je pense que il y a plusieurs solutions qui sont intéressantes, mais ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend de l'investissement que tu es prêt à faire. Aujourd'hui, bah, forcément, si t'as beaucoup de moyens, potentiellement faire du natif, ça peut rester intéressant. Il y a quand même pas mal de use cases qui vont te montrer qu'on peut faire des apps qui sont dans le top 5 de l'App Store en React Native. Par exemple, Coinbase en React Native, aujourd'hui, qui a des très bons ratings sur les stores et qui est une belle implémentation en React Native, on va dire. Et je pense que tu as aussi pas mal d'apps en Flutter qui ont un intérêt. Euh, Après, je pense que la différence entre natif et React Native, elle est pas. En fait, il faut pas vraiment les opposer. Parce que justement, je pense que dans le futur, on va vouloir vraiment mélanger de plus en plus de vues natives dans React Native. Aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont compétents pour faire ça. Et Mhm. bah, je pense aussi que c'est à cause de Objective-C, quoi. Je pense que dans le futur, ça va pas arriver tout de suite parce que j'ai l'impression que SwiftUI est pas encore aussi bien que UIKit et tout ça là. Enfin, moi je connais pas trop iOS, mais Alors en fait, SwiftUI se base, on me corrigera en commentaire si je dis des bêtises, mais sur UIKit. Et en plus de ça, la problématique de SwiftUI aujourd'hui, c'est la compatibilité des versions iOS. C'est-à-dire que, grosso modo, je vais simplifier, SwiftUI est disponible depuis iOS 13, mais il y a eu une nouvelle version de SwiftUI qui n'est disponible qu'à partir d'iOS 14. hmm, C'est la galère pour avoir la rétrocompatibilité. Tu dois mettre des if iOS 13, if iOS 14 dans le code si tu veux avoir du SwiftUI d'accord. à partir d'iOS 13. C'est un bordel Ouais. pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux adopter du SwiftUI, eh ben, tu dis adieu à tout ce qui est en dessous de iOS 14. Hmm, C'est ouais. ce que j'ai pu voir pour avoir mis un petit peu les mains dans le cambouis. Mais Et sur du le long coup, terme, ça risque quand même enfin, de devenir la référence. Je pense d'ici peut-être 5 ans, ce sera quand même la peut-être, version stable, non? peut-être, C'est je pas sais sûr, tu pas. penses? D'accord. J'en ai aucune idée, je t'avoue. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas viable pour certaines entreprises à cause de ce problème de version d'iOS. Même si ça reste marginal, souvent c'est le plus petit groupe, les minorités qui font beaucoup de bruit. Ouais. Et quand tu prends des mauvaises notes sur l'App Store parce que tu as lâché iOS 13, alors certaines boîtes peuvent se le permettre, d'autres beaucoup moins. Ouais, bien sûr. Ouais. Hmm, je comprends. Donc tout ça, aujourd'hui, React Native est implémenté avec UIKit. Il y a déjà des expériences avec SwiftUI. Mais par contre, c'est pas, enfin, c'est vraiment à l'état de POC, quoi. C'est pour montrer que c'est possible, en fait. Euh, mais par contre, enfin, Expo, qui est une grosse boîte dans l'écosystème React Native, qui, on va dire, crée des outils pour nous faciliter la vie en Mhm. termes d'expérience de développement. Eux, ce qu'ils font, c'est que ils sont en train de travailler sur un système qui permet de créer des plugins beaucoup plus facilement en SwiftUI et non, en Swift et en Kotlin. Euh, et derrière, bah, du coup, ça risque de booster un peu l'écosystème parce qu'en fait, là pour l'instant, ils se sont concentrés sur vraiment une mission qui était vraiment très importante, c'est de dire, bah voilà, on peut créer une application iOS ou Android sans Mac et sans limite. Enfin, il y a quand même quelques limites, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux créer une application avec du code natif sur mesure pour SwiftUI. Et eux, ils ont un service de cloud qui va être capable de te la builder, de te créer une coquille qui va te permettre d'embarquer ton code natif que tu as écrit et de pouvoir faire des mises à jour JS sans que toi, tu aies besoin d'avoir un Mac. Donc en fait, ils ont toute la chaîne de développement D'accord. de bout en bout maintenant, ce qui permet vraiment de développer n'importe quelle app avec Expo, enfin presque n'importe quelle app avec Expo, sans pour autant que l'app soit lourde ou qu'il y ait des grosses contraintes qui sont assez Mhm. pénibles. Euh, donc voilà, ils ont réglé ce problème-là de bout en bout. Maintenant, ce qu'ils veulent faire vraiment, je pense que c'est faciliter la vie des développeurs pour justement rajouter du code natif. Parce qu'aujourd'hui, il y avait deux contraintes. C'est qu'en fait, quand tu voulais rajouter du code natif, tu pouvais plus utiliser Expo. Ça, c'était pénible pour les développeurs D'accord. parce que globalement, ils aiment bien Expo. Et en plus, il faut l'écrire souvent en Objective-C parce que la doc officielle, elle te dit qu'il faut faire comme ça. Elle t'aide pas trop pour que ce soit simple d'écrire du Mhm. SwiftUI, du Swift. Donc, du coup, je pense que dans les 2 prochaines années, on va dire que tu vas avoir une panoplie de libs React Native qui seront sûrement de meilleure qualité, sûrement mieux maintenues parce qu'elles seront dans un langage qui est plus agréable à utiliser. Et en plus, elles seront compatibles avec Expo. Donc, en fait, il y aura plus d'usage et il y aura plus de maintenance sur toutes les libs de ce nouvel écosystème, on va dire.
Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Native versus React Native, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Aujourd'hui, tu peux commencer ton app en React Native, et si tu ressens le besoin d'utiliser du natif sur certaines vues, bah, tu utilises du natif parce que tu penses que le natif, c'est bon. Après, je pense que globalement, ce que veut React Native, c'est de pouvoir mutualiser le code entre iOS et Android. Donc il y a quand même un intérêt par rapport à ça. Et toi, si vraiment tu as envie de faire des expériences vraiment très poussées sur une plateforme et enfin vraiment utiliser des primitives qui sont propriétaires à une plateforme qui sont pas faciles à utiliser avec React Native, tu pourras toujours utiliser du code natif pour ce cas de figure-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que un truc très important de l'écosystème React, c'est on appelle ça les escape hatch, c'est de dire voilà, quand tu es bloqué dans le monde React, tu peux toujours utiliser les primitives de la plateforme en dessous, quoi. Je crois savoir que au début, la philosophie de React Native, c'était pas écris une fois ton code et compile-le pour les deux plateformes, mais c'était plus l'idée selon laquelle une même personne pouvait développer le code pour Android et iOS en utilisant React Native. Et C'est attends, pas tout attends, à fait juste, ça. Mm. c'est pas tout à fait ça. Ok, alors je continue parce que je crois savoir que ça a été donc c'est React Native, c'est Facebook derrière, et que la Mm. problématique était la suivante, c'était que ils ont des équipes énormes de dev mobile. Peut-être que tu as des chiffres à nous partager, peut-être c'est secret aussi, Non, je sur la connais pas quantité les. de dev. Et je crois que on parle de 200 devs par plateforme, enfin, native, hein, donc 200 devs, voire peut-être plus sur iOS et sur Android. Donc forcément, ils ont une problématique de process. Et c'est pour ça qu'ils ont créé React Native, c'est parce que pour mieux gérer ces process-là, ils voulaient faciliter le travail en disant bah, c'est un développeur qui va faire le même taf deux fois, entre guillemets, parce qu'on va gagner du temps comme ça. Et en tout cas, c'est ce que j'avais compris au début, au lancement, c'était cette volonté finalement de simplifier les processus de la taille de l'équipe qui est gigantesque chez Facebook. Je pense qu'effectivement, on peut le voir un peu comme ça aussi. Je pense que c'était pas la manière dont ils l'ont présenté. La manière dont ils l'ont présenté, c'est plus, t'apprends le modèle React déclaratif, on va dire, avec enfin, les props et tout ça là, Mhm, et tu peux le porter sur n'importe quelle plateforme. Aujourd'hui, tu peux utiliser React Native pour créer une application iOS, pour créer une application Android, pour créer une application euh, web, pour créer une application de terminal. Aujourd'hui, tu as un truc qui permet de rendre sur un terminal pour créer une application WebGL qui peut tourner en WebGL sur React Native ou sur le web. Tu peux créer des vidéos avec Remotion. Aujourd'hui, tu vois, en fait, si tu veux, il n'y a pas de limite. mhm, La limite, c'est la capacité de l'écosystème à créer des renderers pour les nouvelles plateformes. Donc, si tu veux, si toi, tu es un peu old school en Java, tu peux créer un renderer React pour Swing ou Qt ou j'en sais rien, tu vois. Il y a pas de limite par rapport à ça. Et contrairement à Flutter, où on va dire que tu es quand même limité dans le sens où la finalité, c'est de dessiner sur un Canva en 2D. Donc, on va dire que je pense que React Native offre plus de liberté que Flutter. Et par rapport à ce que tu disais, en fait, l'idée, c'est que en fait, React a un corps qui est commun entre toutes les plateformes. Euh, donc tu l'apprends une seule fois ce corps-là, et ensuite, après, tu peux développer pour toutes les plateformes. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même que tu sois au courant des primitives des plateformes. Il faut que tu oui. saches que voilà, sur iOS, tu as un picker sous forme de roulette qui a pas eu une expérience utilisateur très bien, quoi, on va dire. Oh, oh, Enfin, doucement, on critique pas Apple ici. non, mais tu vois ce que je Non, veux mais c'est dire, vrai, ils l'ont c'est changé que d'ailleurs. Ils l'ont changé. voilà. Et tu vas aussi avoir des trucs sur Android bizarres dont il faut que tu sois au courant, comme le fait que quand tu affiches la vue Date Picker Android, bah, si tu veux changer les couleurs, tu peux pas le faire dynamiquement. Il Mhm. faut passer par du XML avec un string. Enfin bref, voilà, tu as des trucs comme ça, des subtilités. React Native va pas te cacher ça. À un moment donné, si tu veux vraiment faire une app sérieuse et tu es une grosse entreprise, bah, tu vas devoir avoir des devs natifs qui savent éditer un fichier plist, régler les permissions, utiliser Xcode, éventuellement faire un setup Fastlane ou des choses comme ça, quoi. Tu peux pas. Enfin, Expo va permettre, on va dire, de te faire un MVP, mais à un moment donné, tu vas quand même avoir à un moment donné besoin de monter en compétence sur du natif, quoi qu'il arrive. Le but de React Native, c'est pas de lisser en fait. C'est ça, tu vois, c'est une grosse différence avec Flutter. C'est Flutter, le but c'est, tu as un code et le rendu visuel est le même partout. React Native, c'est plus, on va créer des accrétions. Bah, potentiellement, tu vas avoir un date picker pour iOS et Android qui vont tous les deux afficher le composant natif. Mais à la fin, ce sera le composant natif. Il n'aura pas la même gueule, tu vois. C'est un truc qui est vraiment important, quoi. C'est que tu vas pas le lisser, ce sera vraiment deux apps différentes.
mais qui globalement vont fonctionner pareil parce que tu vas partager pas mal de code entre les deux, quoi. Question actu. Est-ce que tu as regardé un petit peu tout ce qui se passe au niveau du metaverse qu'a annoncé Mark Zuckerberg? Est-ce Ouais. que tu as un commentaire à faire? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, écoute, moi je suis pas trop au courant de toutes ces choses-là. Enfin, moi peut-être je suis pas trop enfin les projets internes chez Facebook, je les connais pas forcément. Le ressenti que j'ai de l'extérieur, c'est que en fait ils ont quand même investi pas mal sur React Native pour la VR. J'ai l'impression que Ah, c'est quelque chose qui est important ah, pour eux. C'est qu'aujourd'hui les expériences en React Native, je pense que, enfin, tu vois tout ce qui montre en Oculus et tout ça, ça va sûrement être créé en React Native. Et bah voilà, je pense que c'est quelque chose. Les deux technos sont un peu liés, quoi, tu vois. Je pense que ils ont une vision à long terme par rapport à ça, mais moi je la connais pas, quoi. C'est mon intuition. je crois qu'ils ont investi 1 milliard ou 10 milliards, je me souviens plus. J'ai vu un interview de Mark Zuckerberg. Il disait oui, on compte investir 1 ou 10 milliards sur les prochaines années pour Mm. justement développer tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. Ouais. Bah, je t'avoue que je sais pas trop, c'est pas trop mon domaine. Je sais que il y a des gens chez Facebook que je suis sur Twitter qui ont travaillé sur React Mhm. Native pour la VR. Ils ont fait des blog posts aussi récemment sur le blog de React Native qui parlent de développer, de pousser justement la vision sur les prochaines années de React Native sur la VR. Donc, bah, j'imagine que c'est un projet très important pour eux. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. Ou alors, c'est des détails dont je suis pas au courant parce que je pense qu'ils donnent pas beaucoup de visibilité là-dessus en termes de techno et de ce qu'ils mettent en place. Mais je pense réellement que React Native va être utilisé là-dessus, quoi. Et justement, tu vois, par exemple, c'est un des cas de figure où Flutter complètement ne peut pas rivaliser avec React Native parce qu'en fait, Flutter ne peut pas faire, enfin, à ma connaissance, de la VR. Tu vois, c'est pas un moteur VR, c'est un moteur 2D. React Native, il est capable de faire du WebGL, il est capable de faire de la vidéo, il est capable de faire du web de manière performante avec le SEO. Et alors, effectivement, React Native, potentiellement, va avoir un surcoût par rapport à Flutter parce que du coup, tu vas devoir gérer les différences entre les plateformes. Mais c'est aussi cette flexibilité de gérer les choses différemment selon la plateforme qui le rend plus puissant pour s'adapter à toutes les situations, quoi. Et un truc Donc, important, ouais, c'est vas-y. que il y a William Candillon qui travaille, enfin qui est un peu on va dire le représentant du monde de l'animation React Native avec une chaîne YouTube, je sais pas, il doit avoir 80 000 abonnés ou quelque chose comme ça sur un truc vraiment assez de niche quand même. Bah, aujourd'hui, il travaille sur un truc un projet qui permet de porter le moteur 2D Flutter Skia sur React Native. Et le but, en fait, c'est que demain, tu puisses dire, bah voilà, si j'ai une vue qui a besoin d'être animée en 2D avec beaucoup de FPS ou un truc comme ça, bah en fait, t'es pas limité. Tu peux dire, voilà, au lieu d'utiliser Swift ou un truc comme ça, bah, tu utiliseras une vue, euh, une vue en Skia. Mais tu n'auras pas besoin de code natif en plus parce qu'en fait, les primitives que la lib va offrir permettront de dessiner sur le Canva en JavaScript directement. Donc tu pourras faire la même chose que Flutter, limite, mais dans React Native. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, on peut me retrouver sur ma newsletter reacthebdo.fr. Sinon, sur Twitter, Sébastien Lorbert, et sur LinkedIn aussi, pareil, Sébastien Lorbert. On mettra tous les liens en description. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Sébastien. Bah, merci à toi, Lilian, aussi, c'est gentil de m'avoir invité. Avec grand plaisir. N'oubliez pas d'exploser les pouces bleus, de vous abonner au podcast ou de le noter en fonction des plateformes où vous l'écoutez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.